Salutations. Allô? Donc là, je vais changer de scène histoire qu'on te voit, ça sera pas bien long. Mhm. Et voilà, la voilà, mesdames et messieurs, Fil de Cristal. Donc je vous la présente, Allô? mes chers diablotins historiques. Comment ça va, Fil de Bonjour. Cristal? Ça va bien, merci. Et toi? Excellent, écoute, ça va très très bien. Je te dirais que là, mes vacances au travail approchent. Là, je tombe en vacances dans à peu près 4-5 jours pour un mois. Donc, Ah, je suis un ça petit va peu faire du fébrile. bien. Ça va faire du bien, je suis un peu fébrile, j'ai quand même assez hâte. Puis j'avais surtout très hâte, là, justement, au podcast de ce soir. Cette semaine, justement, j'ai toute une semaine thématique de prévu pour la Saint-Jean. Écoute, ce soir, je suis avec toi. Mhm. Après ça, mercredi après-midi, le jour même de la Saint-Jean à 14h, je fais un show musical accompagné de mon père qui est ingénieur forestier, musicien, passionné d'histoire et tout. Fait qu'on va se faire un petit spectacle, là, justement, Saint-Jean-Baptiste sur la chaîne. Fait que, ouais, deux beaux lives pour commémorer la Saint-Jean. Je suis vraiment content. Ça va être parfait. Effectivement, puis d'ailleurs, ben, premièrement, je te remercie justement d'avoir accepté l'invitation de ce soir. Ça fait extrêmement plaisir. Ben, écoute, moi, ça me fait aussi extrêmement plaisir. On m'avait parlé de ta chaîne pendant tellement longtemps. Puis Ah oui, ok. j'ai fait comme, ah, ok, tu sais. Parce que le monde était comme, ah, tu connais-tu Frank? Tu fais de l'histoire, là? Je suis comme, non, pas du tout. Jusqu'à temps, puis je me souviens pas non plus. En fait, je pense que les accros avaient fait un raid sur Testeur Alpha qui, lui, a suivi d'un raid. Puis c'est comme ça que j'ai fini par atterrir vraiment sur ta chaîne. Puis oui, je me souviens, je pense justement c'était ça, Sakar qui arrêtait pas de dire invite-la, invite-la. Puis j'étais comme, ok, j'ai dit 2 phrases dans le chat. Ouais, ben Je suis t'as au dit les courant de mots-clés qu'il rien. fallait, je pense. T'as dit les mots-clés Oui, qu'il c'est fallait. ça, j'ai juste dit les mots-clés, puis c'était fini, là. Voilà, c'est ça. T'as dit que t'étais historienne, t'as dit que t'avais beaucoup travaillé dans les costumes, tu fais des chroniques Oui, et tout, là. Fait que, c'est ça. Finalement, là, pour elle, t'avais dit les mots-clés, puis elle a comme fait, OK, ça, oui, c'est un c'est ça. invité pour toi. En effet. Puis on est bien content de t'avoir pour ce soir. En plus, écoute, pour la thématique de la Saint-Jean-Baptiste, je pense que le sujet était carrément parfait. L'histoire Mhm. de la ceinture fléchée, qui est une histoire, selon moi, quand même assez méconnue au Québec, même si on connaît l'objet en Oui, soi. oui, on sait, tout le monde entend le terme ceinture fléchée, puis on a déjà dans notre tête l'objet, qu'est-ce que c'est. On n'a aucune idée d'où ça vient, on sait juste que, ah, c'est québécois. Ça arrête là. Ça ressemble pas mal à ça, c'est ça. On sait que le bonhomme carnaval la porte en février. Mhm. On la voit, on trouve ça plaisant, on trouve ça rustique, on trouve ça comme C'est traditionnel, ça. un peu comme, élément. Mais je pense que très peu de gens là, dans la société en général doivent probablement se poser la question d'où est-ce que ça vient la ceinture fléchée, est-ce que ça a une Mhm. histoire, ça remonte jusqu'à quand, c'est différentes origines et tout. Puis c'est un peu de ça qu'on va parler ce soir justement. Oui. Mais avant tout, on va essayer d'apprendre à mieux te connaître un peu. Donc, Mhm. la première question en fait que j'ai pour toi, c'est ben, justement, j'aimerais savoir de quelle région tu es originaire et aussi ben, quel rapport t'entretiens avec ta région natale, bon ou mauvais ou bref. À la base, moi, je viens de la ville de Laval, donc la région de Laval, qui est l'espèce d'île au-dessus de Montréal, là. Le monde connaît Montréal. C'est l'espèce d'île immense qui est au-dessus de Montréal. J'ai grandi là pendant les 20 premières années de ma vie. Après ça, j'ai déménagé pendant 10 ans à Saint-Eustache, où est-ce que je trouvais que c'était déjà rendu un trou perdu par rapport à Laval. Et depuis 5 ans, j'habite dans un village de 2500 personnes. Là, je sais c'est quoi un trou perdu. Oh, ok, quand même, hein? Donc, c'est ça. Présentement, je suis dans fin fond de la Montérégie, début proche de l'Estrie. Ok. Donc, j'ai pas de temps. Oh, un instant, je pense qu'il y a eu un lag, j'ai l'impression qu'on l'a perdu. Voyager. Là, j'habite vraiment plus en ville. Je suis vraiment rendue en ville. On m'a perdu? Ouais, je pense que. Fais juste recommencer le On m'a bout perdu. où tu parlais de. Voyons, tu Oui, venais de dire justement que t'étais rendu en Montérégie en Estrie, puis tout de suite après ça, ta caméra a comme figé, puis j'ai l'impression que t'as eu un ah, bug voilà. de connexion, un petit lag. Ça se peut, ça se peut. C'est ça qui arrive quand tu habites en campagne, tu as des bugs de connexion. C'est la chaleur. Donc, c'est ça, dans le fond, je suis rendue en campagne. Donc, j'ai déménagé souvent en proximité, plus en banlieue ou en ville. Puis là, maintenant, j'habite en campagne. Je dirais pas que j'ai vraiment un mauvais terme ou quoi que ce soit, mais je me sens pas tant enracinée quelque part. Je me sens chez moi avec les gens que j'aime. Je dirais que Ok. c'est peut-être le terme le plus exact. Ben, c'est vrai quand même, parce que je veux dire, on peut être attaché à une région, on peut être attaché à une Mhm. ville, à son ambiance, puis au service que la ville ou la région va offrir. Mais en même temps, je pense que ce qui va nous faire vraiment rester quelque part, c'est vraiment les gens qui vont nous entourer. Mhm. Souvent, il y a le dicton justement qui dit qui prend mari prend pays. Je pense C'est que un peu ça, parce que la raison pour laquelle que je suis rendue en campagne, c'est parce que j'ai trouvé quelqu'un avec qui je partage ma vie maintenant, puis lui voilà. habitait déjà là. Fait que j'ai emménagé chez lui. Fait que c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai quitté la région de Montréal.
Et sinon, probablement que j'aurais été encore dans la région de Montréal. Oui, vu que tu venais de là, puis que c'était comme plus ton environnement Ben, c'est que tu ça. connaissais, là. Puis il faut dire aussi que Montréal, Laval, puis vraiment les grands centres urbains du Québec, bon, c'est sûr que tu as accès vraiment à tous les services possibles et inimaginables là, que tu pourrais avoir, puis toutes les institutions, surtout pour quelqu'un qui travaille dans notre domaine, qui Oui, est en oui, histoire et tout ça, là, c'est vraiment des places très propices à l'emploi, fait que c'est forcément, beaucoup plus oui. difficile que dans des régions éloignées de trouver quelque chose qui est proche. Ou quand on trouve, ben, c'est parce que c'est déjà occupé, parce que c'est plus contingenté que, mettons, dans les grands centres. Ouais, exactement, exactement. Puis justement, quelle formation t'as suivi? Parle-nous un peu là, de ton background un peu plus scolaire. Quelle formation t'as suivi? Puis dans un deuxième temps, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ce domaine-là en particulier? Ben, à la base, j'étais vraiment pas enlignée pour m'en aller en histoire. Quand j'ai fini mon secondaire, j'étais en concentration en dramatique et j'ai passé des auditions pour aller en art dramatique, en art d'interprétation dans certains cégeps. OK. J'ai fait un pré-universitaire finalement en art d'interprétation et ça a arrêté là. En fait, mon pré-universitaire, j'ai échoué à la dernière session, un cours d'éducation physique qui s'appelait Mouvement et relaxation. Euh, Fait que finalement, ça a arrêté là. J'ai pas été à l'université. Je suis rentrée sur le marché du travail dans des usines. Euh, Puis, ça a été un moment donné, j'ai décidé tranquillement, pas vite, OK, c'est pas vraiment ma place. Fait que j'avais commencé tranquillement à faire un certificat en sciences sociales à distance par la TELUC. Et là-dedans, j'avais suivi, il y avait certains cours d'histoire que je trouvais intéressants. Il y avait des cours de géographie aussi que je trouvais très intéressants. Qui était très différent de ce qu'on a l'habitude d'apprendre par rapport aux cours de géographie puis d'histoire au secondaire. Donc là, j'ai fait comme, ah ben tiens, ça c'est intéressant, je vais essayer de voir l'histoire d'un coup, d'un coup que je décide de devenir prof d'histoire au secondaire. Et je commence à regarder un peu dans les différentes universités, les cours qui se donnent, autant histoire qu'enseignement histoire. Et finalement, je me rends compte que le bac en enseignement t'enseigne beaucoup comment enseigner, mais t'enseigne pas beaucoup l'histoire. Je trouvais ça un peu triste pour finalement faire comme, ben, finalement, je vais prendre un cours, faire le bac en histoire et je suis rentrée, j'ai appliqué à l'UQAM pour faire le bac en histoire en 2009, si ma mémoire est bonne. Puis c'est là que j'ai fait tout mon bac au complet. Par la suite, je m'étais ramassée sur le marché du travail chez une costumière et je voyais pas tant l'intérêt. Ça s'était plus ou moins bien passé dans les années de mon bac, donc j'ai pas continué là-dedans pour aller faire une maîtrise. OK. Donc, tu t'es arrêté finalement là, plus au niveau du bac à ce moment-là. C'est ça. J'ai complété mon bac, mais j'ai arrêté à ce moment-là. OK. Intéressant. Puis justement, pendant ton bac, probablement parce que ça nous fait tous ça, ceux et celles là, justement qui s'en vont étudier dans ce domaine-là, ça a été également mon propre cas quand je suis allé au bac puis ensuite à la maîtrise. On aime l'histoire de manière générale, on aime la culture, mais évidemment, on va comme développer des intérêts un peu plus précis, Oui. des spécialisations en histoire. Toi, de ton côté, qu'est-ce que ça a été? Au début, je me suis beaucoup concentrée sur les différentes femmes influentes à différentes périodes d'histoire. Ça s'est comme plus ou moins promené dans les intérêts. Je voulais pas tant me spécialiser dans une période, mais j'ai fait beaucoup, beaucoup d'affinés pour la période antiquité romaine, gréco-romaine. Mhm. Et les débuts de l'Empire chrétien, donc les débuts de fondement du Moyen Âge, comment que ça se plaçait, tout ça. Mais c'était pas tant les histoires de guerre, qui est à la tête de quel pays, puis qui est en train de combattre telle autre royauté pour un bout de terre. C'était vraiment la vie du peuple, la vie de monsieur, madame, tout le monde qui m'intéressait. Comment est-ce que les gens évoluaient dans ces contextes-là? Comment est-ce que les gens interagissaient entre eux? Tout ça, c'est vraiment qu'est-ce qui, moi, me fascinait un peu plus. Puis c'est là que le monde font comme, pourquoi est-ce qu'une personne qui est basée sur l'Antiquité gréco-romaine veut nous parler de la ceinture fléchée? Parce que c'est carrément un peu à l'opposé. Oui, quand Euh, même. Hein? je suis aussi passionnée par les vêtements et ce, toutes les périodes confondues. Dans les cours d'option, j'ai été chercher un cours qui était offert normalement à ceux qui étaient en design de mode, qui était le cours d'histoire de la mode. J'étais probablement la seule personne en histoire qui était dans cette classe-là parce que eux, c'était obligatoire, puis moi, c'était une option, puis j'étais probablement la plus intéressée de la classe. Et c'est ça, c'était savoir chacun des morceaux de vêtements, comment ça est apparu, comment est-ce leur fonction, puis que de me rendre compte que chaque vêtement a à l'époque, c'est sûr que moins aujourd'hui, mais ça avait une raison d'être, ça avait une signification, que ce soit esthétique, mais l'esthétique, ça avait une raison d'être, que ce soit pratique. C'était vraiment tout s'influençait, puis tu pouvais comprendre beaucoup de choses sur l'histoire par rapport à comment les gens s'habillaient, autant la royauté, la bourgeoisie que le petit peuple.
c'est ça que je trouvais très intéressant dans les accessoires, dans les vêtements. Puis, travaillant à ce moment-là dans un magasin de costumes, qui était une costumière, pas juste des costumes d'Halloween, mais qu'on avait vraiment toutes sortes d'habits, ben, ça me permettait aussi à ce moment-là de pouvoir dater les différents morceaux de vêtements à peu près tel siècle, à peu près telle année si c'était plus récent, par les décennies. Et souvent, quand les gens venaient pour un party thématique ou des parties de bureau, des choses comme ça qui devaient être costumées, ben souvent, je me permettais de glisser des petites affaires par rapport justement des petites notions d'histoire par rapport à leurs vêtements. Puis ça leur permettait justement d'épater la galerie rendue en soirée. Donc, ça m'a permis, genre, tu sais, c'est toujours le fun d'avoir une petite information intéressante à savoir. Donc, ça m'a permis à ce moment-là, justement, de me rapprocher un peu plus de ma passion d'histoire et des costumes. Et j'ai travaillé aussi 2 étés de temps comme guide-interprète à l'île des Moulins, à Terrebonne, Oh, qui ok. est un site magnifique. C'est Oui, vraiment j'en ai beau. entendu parler. C'est vraiment... Ce qui est fun, c'est qu'il y a une grande partie qui est extérieure parce que c'est un parc. Ok. Donc, vous pouvez vous promener puis aller voir les différentes bâtisses qui sont encore existantes. Je ne sais pas pour ce qui est des visites à cette heure, c'était juste l'été que ça avait lieu. Mais ce qui était intéressant, c'est que ça m'a permis de mélanger beaucoup de choses que j'avais appris puisqu'on commençait beaucoup plus tôt, on commençait en avril. Donc, sitôt que les sessions d'hiver terminaient, nous, on commençait et on donnait des cours aux enfants du primaire pour leur expliquer les différences entre le régime seigneurial puis le régime municipal. Et on était en costume. Il y a un été que j'ai fait la seigneuresse maçon, fait que j'avais la grosse robe, fait que je faisais de l'interprétation, moi qui avais étudié un peu en théâtre, j'étais dans les costumes, j'étais dans l'histoire, c'était juste comme le meilleur mix parfait. Le meilleur des deux mondes, carrément. C'était le meilleur des deux mondes. Donc, à la fin de l'été, c'était commémoré par ce qu'il appelait la fête des voyageurs, et c'est là que j'ai rencontré Madame France Hervieux, qui est une personne pionnière, si on pourrait dire, dans la conservation du fléchage et de la ceinture fléchée, que j'ai parlé beaucoup avec elle. Puis c'est elle qui m'a donné mon déclic sur mon sujet pour mon bac, qui était l'historiographie de la ceinture fléchée. Ok. Donc, tu sais, c'est vraiment comme quoi tout est très interconnecté, finalement. Tout est dans la connecté, vie. oui, Tout ben oui, est c'est souvent connecté. ça. C'est souvent ça. Souvent, on va Voilà. commencer des études, que ce soit en histoire ou autre. Puis là, ben, finalement, de fil en aiguille, à force de connaître notre domaine, à force de connaître les gens qui gravitent autour de ça, de se faire des contacts, puis surtout au niveau des emplois étudiants, ben là, Oui. on va finir par comme tout découvrir finalement nos intérêts un peu plus précis, puis à force de s'immiscer là-dedans, ben les contacts qu'on va se faire, les expériences qu'on va vivre, tout va comme se construire là, finalement de fil en aiguille, ou je disais même de tressage en tressage pour en faire une belle ceinture fléchée qui est le cheminement de notre vie. Voilà. Tout à fait, tout à Petite fait. citation philosophique sur notre sujet C'est d'aujourd'hui. parfait. On est en train, j'ai changé de scène comme tu as vu probablement sur le live pour montrer justement l'endroit où tu as travaillé pour ceux et celles qui se posaient la question. L'île des Moulins de Terrebonne. Petite parenthèse à aparté, je serais curieux, peux-tu nous donner comme quelques petites informations là-dessus? Oui, en fait, c'est bon, île des Moulins, c'est sûr qu'il y avait des moulins sur cette île-là. Il y a eu des barrages qui ont été créés, justement, c'était des moulins à eau. La grosse bâtisse qu'on voit justement, c'était le moulin à laine cardée. Donc, l'eau rentrait à l'intérieur pour pouvoir activer les machines qui cardaient la laine, parce que en fait, c'est briser les brins de laine pour éventuellement les filer. Donc, il y avait également un moulin à scie qui se trouve à être la bibliothèque municipale maintenant. Okay. On ne voit pas à ce moment-là, elle était sur l'autre côté de l'île. Et il y a la boulangerie, qui est la bâtisse blanche qu'on voit juste un petit peu en arrière. Ce qui était un peu spécial, c'est qu'il y a des bâtisses qui datent le moulin à scie date de vraiment la période de l'Amérique française, donc pendant vraiment la colonie française. Le moulin à laine accardée date de la conquête britannique. Donc, c'est vraiment toutes des bâtisses qui datent de différentes périodes. C'est ça qui est vraiment intéressant. Il y a des bâtisses qui datent de après la Confédération qui sont encore existants. Fait que ça, c'est vraiment très intéressant à apprendre l'évolution puis de voir les différences. Si on est passionné par l'architecture, il y a ça qui est intéressant parce qu'ils sont très bien conservés. Donc, on peut voir des bâtisses qui datent justement de différentes périodes puis de comparer comment est-ce qui était fait par rapport à des vieilles pierres, par rapport aux pierres polies qui ont été importées. Puis juste, ne serait-ce que se promener là-dessus, c'est magnifique. Il y a un parcours cycliste aussi, justement, qui passe sur le barrage. Donc, c'est vraiment juste, moi, pour avoir vu à différentes parties le paysage du est printemps, très beau, l'automne, franchement. les paysages sont magnifiques. On voit justement ça là avec le banc de parc. C'est justement, il y a une fontaine. Et on voyait, c'était la bâtisse, le moulin de scie, donc qui est présentement à la bibliothèque. Exact, c'est ce qu'on voyait dans l'angle de l'autre photo.
Oui, c'est ça. Puis, dans le fond, il y a l'école, je pense que c'est l'école Sacré-Cœur, si ma mémoire est bonne, qui se trouve être l'ancien manoir seigneurial, qui est le dernier manoir seigneurial, parce que le premier des plus existants aujourd'hui, il a été détruit quand ils ont construit le deuxième. Mais c'est ça. Puis, il y avait des tours de bateau-ponton, ce qui fait que j'ai été obligée d'aller chercher mon permis de navigation. À cette époque-là, c'était déjà rendu obligatoire. Puis, on expliquait différentes choses qu'on voyait. Il y a plein de choses qui étaient très, très, très intéressantes sur ce site-là. Donc, c'est vraiment... ne serait-ce que juste pour aller pique-niquer, si vous n'avez pas peur des bernaches, parce que c'est aussi un des centres de refuge des bernaches au Québec. Parce que ça, ils peuvent vous courir un petit peu après, ils sont vraiment pas apeurés par les gens. Mais sinon, c'est vraiment très beau à aller voir. Puis rester au moins jusqu'au coucher du soleil, parce que là, le coucher de soleil sur l'eau, c'est juste trop beau. Là. Oh, ouais, écoute, je viens d'une région, justement, au Bas-Saint-Laurent, notamment à Rimouski puis à Rivière-du-Loup, où les couchers de soleil sont à couper le souffle. Donc, tu peux pas battre ça. C'est tout le temps beau, vraiment. Là. Un des plus beaux moments qu'on peut voir côté paysager, c'est vraiment ça. Là. Comme tu dis, un beau coucher de soleil sur le bord de l'eau. C'est tellement relaxant, c'est tellement beau à voir. C'est très, très beau moment, effectivement. C'est un moment à vivre au moins une fois. Oui. Donc, c'est ça finalement ton parcours au bac en histoire, ton implication là, justement dans ton emploi étudiant que tu as fait à l'île des Moulins à Terrebonne. Ça avait comme un peu, si je comprends bien, éveillé ta curiosité envers le costume et l'histoire du costume. Oui. En lien aussi avec tes études. Oui, c'est ça. Puis, dans le fond, j'ai continué. J'avais rencontré une personne quelques années auparavant qui était propriétaire d'un magasin de costumes à Montréal. Je l'ai harcelée, littéralement, pour travailler chez elle. Puis, même, elle a dit que je l'ai vraiment harcelée. Elle a fini par accepter de me prendre un peu à contre-cœur. Ça a plus ou moins bien été. Puis, à un moment donné, il y a eu comme un déclic. Puis, on a très bien travaillé ensemble. Je suis devenue copropriétaire de cet endroit-là. Ceux qui sont de la région de Montréal et qui font du grandeur nature connaissent très bien cet endroit-là parce que c'était assez iconique. Ceux de la région de Québec m'ont trouvé ça drôle parce que le nom ressemble à un restaurant, resto-bar de la région de Québec. Ça s'appelait l'Antre à Goblin. L'Antre à Goblin. Oui, ceux qui connaissent la Shop Goblin, c'est pas du tout associé. C'est deux entreprises très différentes. Donc, l'Antre à Goblin, c'était vraiment spécialisé en costumes médiéval Renaissance. On faisait autant la fabrication sur mesure que la location et la vente de vêtements, que ce soit pour des mariages, des balles de finissants, mais on avait aussi période en tout genre, parce que c'est sûr, quand tu es un costumier, tu as beau avoir une spécialisation, si tu veux survivre ton année, tu n'as pas le choix d'avoir un peu de tout. Puis c'est ça, on a dans le fond fermé en 2015, milieu 2015, pour vraiment, parce qu'on était rendu à une journée semaine pour liquider. C'est sûr que le milieu des costumes, bon, ceux qui connaissent un peu plus la région de Montréal savent que le grand costumier de Radio-Canada aussi avait été mis en vente à ce moment-là. Il y a la Bikiri à Trois-Rivières aussi qui avait vendu. On commençait à voir un peu partout les grands costumiers qui commençaient à avoir de la misère. Joseph Ponton, qui est une des entreprises à Montréal de costumes, qui avait quelque chose comme 150 ans d'existence, qui ont vendu leur bâtisse historique dans le Vieux-Port pour se ramasser dans un petit local sur Sainte-Catherine, dans Schlager-Maisonneuve. Tu sais, on était comme, OK, on n'a pas c'est pas juste nous autres qui a de la misère, puis on a préféré à ce moment-là liquider le commerce avant de faire faillite. On a réussi, dans un certain sens, à pas tomber comme d'autres costumiers se sont ramassés. Mais c'est ça, ça a été quand même toute une aventure, puis c'est pour ça une des raisons aussi qui fait que je me suis un peu j'ai pu me permettre de m'en aller de la région de Montréal, puis que pas que ça me faisait comme pas mal au cœur parce que la situation était vraiment triste pour nous autres, mais ça m'a permis de passer à autre chose à ce moment-là. Ouais, ben oui, effectivement, parce que c'est clair que si vous aviez dû tomber en faillite et tout, là, ça aurait été toute une autre game, là, comme on dit. Oui, oui, vraiment, ça aurait été autre chose. Votre boutique était-tu spécialisée sur une période en particulier de costumes ou c'était plus large, voire même peut-être un peu plus dans le fantastique? Là, t'as parlé des GN, entre autres, notamment. On n'avait pas le choix d'être quand même beaucoup plus large. On s'adaptait beaucoup. C'est sûr qu'au niveau de la confection sur mesure, on pouvait aller, vers la fin, on allait beaucoup dans le cosplay à ce moment-là parce que c'était pas mal ça que les gens venaient nous voir pour nous demander. On faisait des robes de mariée, autant la robe blanche traditionnelle, comme on a fait une robe à la Moulin Rouge pour, dans le fond, c'est une rockeuse qui, elle, qui partait en moto après la cérémonie. Fait qu'il fallait qu'elle ait un style propre, mais qu'elle puisse monter à moto aussi. Puis c'est ça, on allait dans vraiment tout. On avait autant du historique que du fantastique. Je me souviens, je pense, le morceau pour homme le plus populaire,
On avait demandé, dans le fond, on a fait comme une espèce de sondage auprès de différentes personnes. Qu'est-ce qui est ton image pour toi de l'ami médiéval? Puis au final, on regardait ça, puis on était comme... Les pantalons avaient quelque chose qui ressemblait à des brais gaulois. On avait une tunique plus Renaissance avec une cape romaine. Je veux dire, il n'y avait rien de médiéval dans l'ensemble, mais c'est ce que les gens avaient comme image. Puis on l'avait en 3 grandeurs, puis écoute, il y a des fois où est-ce que je louais les 3 la même fin de semaine parce que c'est ça que le monde était comme « Ah, c'est malade! » Oui, le costume était magnifique, mais c'était pas historique du tout. Non, c'est ça. Mais autant dans différentes périodes, des gens m'arrivaient, mettons, il y avait un party disco, je leur demandais, la meilleure façon, c'était de leur demander c'est quoi votre vision du disco, parce que autant des gens pouvaient arriver avec les paillettes des années 80, qui est vraiment la période disco, autant qu'ils pouvaient arriver avec le flower power des années 60, ou avec justement les années 70, où c'est en hippie. Tu sais, c'était vraiment... les gens... C'est ça, les gens, des fois, ils ont un terme, mais ils ne savaient pas tout le temps. Fait que des fois, c'était justement de faire une mini-rééducation, mais tu sais, c'est encore là, des fois, service à la clientèle, il faut que tu prennes les gens un peu avec des pincettes, pas qu'ils aient l'air idiots. Puis on a eu de tout ça. Je veux dire, j'ai eu des clients, un homme très, quand même, facilement cinquantaine, qui nous demande de la façon très, très, très sérieuse à quel moment est-ce que les dragons ont cessé d'exister. Puis tu sais, je veux dire, un enfant de 5-6 ans qui te pose cette question-là, c'est cute. Quand c'est un homme adulte qui te pose la question, c'est moins cute un peu. C'est moins cute, puis quand tu sais qu'il est vraiment, c'est pas genre en blague, à cette heure, on sait, on dit que c'est juste un petit peu avant les elfes. Mais, en dehors de ça, je veux dire, c'est dur d'avoir vraiment une clientèle qui était purement historique. On en avait, on a fait une reconstitution de l'habit de Henri VIII pour quelqu'un qui portait qu'est-ce que Henri VIII avait comme carrure. Fait qu'à ce moment-là, puis on prenait des photos, puis c'était vraiment fou, mais souvent, c'est ça, c'était plus pour du sur-mesure à ce moment-là que pour vraiment sur place, parce qu'on sait que les gens, il n'y avait pas ça en tête du tout. J'ai des gens qui me sont arrivés qui disaient qu'ils veulent du Moyen-Âge, mais en fait, ça pouvait être du romain comme ça pouvait être de la Renaissance. Fait que c'était vraiment de voir qu'est-ce que les gens veulent, puis après ça, essayer de s'adapter. C'est triste, mais c'est la vie du service à la clientèle. Il y avait ça aussi. On avait une fonction beaucoup plus service à la clientèle grand public. On a fait quelques locations pour des tournages, par exemple. Mais tu sais, c'est sûr que si des tournages, des fois, on ne savait pas du tout c'était quoi le sujet. Puis on a fait des tournages où est-ce que ça avait, tu sais, on a fait pour, mettons, des locations pour Dans une galaxie près de chez vous, le 2e film. On s'entend qu'il n'y a rien d'historique là-dedans. Donc, c'est ça, c'était vraiment des adaptations selon qu'est-ce que les gens veulent, comme n'importe quel service à la clientèle. Puis à travers tes études, puis ton implication justement dans le milieu du costume, probablement qu'un peu de la même manière que tu as développé ta spécialisation en histoire, j'imagine qu'il y a des périodes de costumes qui devaient t'attirer un peu plus que d'autres, probablement. J'adorais beaucoup, bon, c'est sûr, comme période gréco-romaine m'intéressait beaucoup, mais je trouvais qu'il n'y avait pas assez de détails, à mon sens, dans les costumes, aussi dans les traces qui nous restaient, parce que veux pas, plus on monte dans le temps, plus on y va selon qu'est-ce qui nous reste comme documentation. Puis, ce qui est des vêtements de cette période-là, il en reste plus beaucoup parce que, c'est très compostable. Après ça, c'était vraiment de voir. J'ai étudié beaucoup, beaucoup les années 20-30 parce que c'était une des périodes qui nous était demandée beaucoup, donc les années folles. Puis l'année gangster, encore là, les gens ils mélangent les deux années 20-30 d'un costume, mais c'était vraiment quelque chose que moi, je trouvais ça très intéressant de voir où est-ce que les robes de femmes, qu'avant 1920, où est-ce qu'on est vraiment collet monté, on voit pas la cheville, on voit pas le poignet, on voit presque rien. Puis là, tout d'un coup, on a des petites bretelles, on voit les bras au complet, on a des robes courtes. C'est comme, mais qu'est-ce qui s'est passé pour te rendre compte que, ben oui, on est après la Première Guerre mondiale, le tissu est en pénurie. C'est aussi con que la guerre a provoqué l'émancipation des vêtements féminins d'un certain sens. Donc, c'est vraiment toute cette espèce d'adaptation-là. Ça, j'ai trouvé ça intéressant quand je parlais justement des liens entre les vêtements et la période historique. Donc, ça, c'est vraiment des choses qui m'intéressaient le plus. Puis, comme je suis quelqu'un qui aime beaucoup de base d'artisanat, depuis que je suis toute petite, je fais du tricot, je fais de la broderie. Puis, j'avais appris à faire aussi du crochet. C'est pourquoi je suis très connue aussi sur ma chaîne de Twitch, où est-ce que je fais souvent du crochet. Je trouvais ça intéressant de voir comment sont fabriqués en travaillant à l'île des Moulins, où est-ce qu'il y avait justement
un moulin à carder la laine, ben, j'ai appris aussi comment les métiers à tisser fonctionnaient. J'ai appris c'était quoi le fléchage. J'ai appris différentes techniques, où est-ce qu'il y a la manipulation du fil. Puis on commence à comprendre le fil de cristal, d'où ça vient. C'est vraiment toute une espèce d'élaboration. Comme, quand je dis, tout est comme pas mal relié. De fil en aiguille, on se rend jusqu'à qui je suis aujourd'hui, puis c'est vraiment ça. Sinon, donc, on a parlé beaucoup justement de ton background d'historienne, on a parlé beaucoup de ton background de costumière, mais tu es également chroniqueuse et tu fais des streams sur Twitch. Oui, je suis streamer sur Twitch. J'ai pas vraiment de chaîne YouTube. J'ai une chaîne YouTube où est-ce que je mets des mini-tutoriels de comment faire du crochet en français, parce qu'il y en a pas beaucoup, il y en a beaucoup en anglais. Mais sur Twitch, j'ai plus ou moins un horaire régulier des jeudis soirs où est-ce que je vais faire beaucoup d'artisanat. Donc, je vais faire principalement du crochet, je vais faire du point de croix, je vais faire des tapis latch hook, qui est une autre façon de crochet. Ces temps-ci, je fais du diamond painting aussi. Des fois, je joue aussi à certains jeux. Moins à saveur historique, c'est vraiment plus du fantastique ou des jeux de gestion, comme il y a un jeu que je raffole qui s'appelle Reseteer, où est-ce que tu te ramasses avec une jeune fille qui gère un magasin d'items pour des aventuriers en donjon. Oh, c'est vraiment l'inverse de qu'est-ce qu'on a l'habitude. Donc, tu joues vraiment la personne qui vend les objets à ceux qui s'en vont se faire tuer dans un donjon. Fait que ça, c'est quand même très intéressant. Ouais. Comme il y a une partie bargain avec les clients, je fais des, comme ayant travaillé dans des magasins, ben, je fais aussi un parallèle par rapport à comment c'est en réalité quand tu gères un commerce par rapport à qu'est-ce qui monte dans le jeu. Fait que ça, c'est toujours aussi très amusant. Mais on peut me retrouver jouer à, par exemple, Final Fantasy XIV, que je suis une très, très grande fan de Final Fantasy. Donc, c'est des genres de choses qu'on va voir. Ces temps-ci, je suis un peu plus en pause côté gaming parce que mon ordinateur a beaucoup de misère. Donc, je vais beaucoup plus au niveau artisanat. Okay. Et c'est très zen comme chaîne. Écoute, je pense que le plus beau compliment que j'ai eu, c'est que j'étais le Bob Ross du crochet. Puis je pense que je peux pas battre ce compliment-là. Je sais pas comment est-ce que je me suis rendu compte. Parce que souvent, je vais mettre une petite musique relaxante. Je vais mettre une espèce d'ambiance un peu plus calme. Donc, pour vraiment, c'est comme un peu un repère, un refuge pour les gens pour vraiment se déconnecter. Mais on trouve tellement de tout. Des fois, on a besoin d'avoir juste ce petit moment-là à décrocher. Fait que c'est pas tant de la SMR, parce que je me considère pas comme ça, mais je pense qu'il y a des gens qui se servent de ma chaîne un peu comme ça aussi. Oui, ben voir quelqu'un faire de l'artisanat veut pas, ça a quand même une certaine forme de détente, surtout les formes d'artisanat vers lesquelles toi tu t'orientes un peu plus. À ce moment-là, ça peut effectivement être utilisé pour se détendre un peu, là, finalement. Moi, en tout cas, c'est le genre de live où je viendrais, je parlerais peut-être un petit peu à l'occasion, mais je ferais autre chose à côté, j'écouterais ça en lurkant, puis ça me détendrait, là, justement. J'ai beaucoup de monde qui viennent juste pour lurker. Il y en a plein qui sont pas du tout intéressés à apprendre le crochet, sont pas du tout intéressés à qu'est-ce que je fais comme art, plus ou moins, mais ils vont aimer voir le produit fini, ils vont aimer voir comment je travaille, ils vont aimer aussi l'interaction que je vais faire avec eux autres. Si les gens me parlent, c'est sûr que j'interagis avec eux autres, mais sinon, je vais leur laisser aussi un peu profiter du moment. Puis, je veux dire, je suis testeur de patron pour le crochet. Il y a des affaires si je prends un que j'ai fait dernièrement, c'est un petit Krillin de Dragon Ball. Fait qu'on s'entend que je fais des choses quand même assez geek. Donc, il est vraiment adorable, je trouve vraiment trop. Montre un peu plus à la caméra, je trouve ça vraiment cool, sérieusement. On a ce merveilleux petit Krillin. Ouais, il est vraiment bien fait. Regardez ça dans le chat. Voilà. C'est vraiment impressionnant, sérieusement. Puis on voit aussi plusieurs de tes autres créations là, dans ton background à la gauche, là, dans ton armoire. J'en ai un petit peu en arrière. Donc, c'est sûr, je vais faire des choses très génériques. Là. Je peux faire des chats, des chiens, toutes sortes de choses. Là, pendant le COVID, qu'est-ce que je trouvais drôle, c'est que j'ai fait un rouleau de papier de toilette parce que je pouvais pas ne pas faire un rouleau de papier de toilette. Non, clairement, tu peux pas passer à côté. Donc, vraiment très adorable et très cute. Donc, c'est ça, je peux faire à peu près de tout. Et comme j'aime beaucoup les costumes, que j'aime beaucoup le crochet, j'ai fait aussi des cosplays en crochet. J'ai fait Ceremon, celui pour lequel je prends un plus connu au Québec, qui est entièrement crocheté. Donc, que ce soit la wig, les bijoux, le costume, les bottes, tout est crocheté. J'ai fait Kiki des films Studio Ghibli, donc Kiki Delivery Service au crochet. Et j'ai commencé à faire, j'ai essayé de faire Aeris de Final Fantasy VII aussi. Que la wig est faite, mais c'est pas mal le seul morceau qui est fait sur tout le costume. Donc, je mixe beaucoup de choses de mes passions ensemble.
C'est très bien, c'est très bien. C'est un peu ça qu'il faut faire dans un sens quand on se rend compte que nos intérêts, nos passions se rejoignent tout un peu dans différents aspects. C'est bien si on peut trouver des manières justement de tout mixer ça ensemble. Moi-même, ma chaîne Twitch, c'est un peu né de ce genre de démarche-là au sens où, avant même de savoir que je m'intéressais à l'histoire, j'étais déjà un gamer puis quelqu'un d'assez geek envers les jeux de rôle, le fantastique, Donjons Dragons et tout ça. Fait que là, justement, j'ai grandi dans cet univers-là bien avant de m'intéresser à l'histoire. Puis là, ben, quand l'histoire est rentrée dans le portrait, des jeux historiques, il en existait déjà plein. Donc à ce moment-là, quand je suis arrivé sur la plateforme, naturellement, mon cheminement de gamer et d'historien m'a comme amené vers ça finalement. Fait que c'est un peu... c'est ça, quand on se rend compte que nos passions sont intrinsèques les unes avec les autres, c'est ça, c'est vraiment beau de voir que on est capable de créer quelque chose qui va comme vraiment toutes les embriquer les unes avec les autres. Puis je pense que c'est qu'est-ce qui peut motiver encore plus quand tu vois que ça marche en plus, que ça peut bien se mixer. Je veux dire, à la base, des costumes en LED, il y en a très peu. Il y en a de plus en plus. Ça commence à développer un peu plus. Au début, j'en voyais surtout par des photos sur Internet. Et là, maintenant, j'en rencontre en convention. Il y en a une autre aux Québécoises qui, justement, en fait en laine, qu'on se parle régulièrement. Puis c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est de pouvoir avoir quelqu'un avec qui tu peux partager quelque chose que peu de monde connaissent nécessairement. Donc, de pouvoir partager, tu sais, souvent le crochet, ou même chose de tricot, on va penser à la grand-mère de chez elle qui est reclus, qui te fait des pantoufles en Fantex, là, d'avoir des gens qui sont à peu près dans tes groupes d'âge, puis qui savent c'est quoi tes difficultés, puis de pouvoir échanger. Ça peut être aussi compte que tu échanger des liens Internet de patrons ou de fil ou sur un sujet. C'est vraiment de pouvoir plus facilement se retrouver puis pouvoir plus facilement se communiquer. Exact. Donc, ça fait quand même un bon tour d'horizon de ton profil. En tout cas, c'est les gens qui sont là depuis le début. Je pense qu'ils vont bien connaître quand même toutes les facettes de ta personnalité. Maintenant, si on saute un peu plus dans le vif du sujet, on va parler un peu plus de la ceinture fléchée puis des influences en fait qui ont jalonné en fait cet objet-là. Et justement, ma première question en ouverture, ce serait comment tu as été amené à t'intéresser précisément à la ceinture fléchée? C'est ça, le fait de rencontrer quelqu'un qui en faisait, je trouvais ça déjà intéressant. D'apprendre aussi, tranquillement, pas vite, c'est que je parlais avec cette personne-là qui partageait une passion. Fait que déjà, quand quelqu'un est passionné par quelque chose, tu le ressens. Puis surtout quand tu es quelqu'un qui est passionné aussi, on dirait qu'il y avait comme cette espèce d'échange-là de moi vouloir apprendre, elle de vouloir partager ça. Donc, ça m'a comme vraiment fait comme c'est intéressant, il y a quelque chose à creuser. Puis après ça, c'était de voir, OK, c'est de l'artisanat, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à creuser là-dessus? Parce que au final, quand j'ai fait mes recherches, j'ai fait quand il n'y a pas tant de documentation là-dessus. Il a fallu que je creuse, puis que je creuse vraiment profond. Parce que quand on tombe dans des sujets qui sont en dehors des grands sujets, c'est-à-dire, tu sais, c'est sûr que si quelqu'un parle de quelque chose de la guerre, il y a probablement plus de ressources là-dessus. Quand on parle de quelque chose qui est fabriqué par des femmes au 19e siècle, on s'en foutait un petit peu. Je veux dire, les premières traces qu'on a de ça, c'est des factures de vente de la baie du son. Là, on s'entend que t'as pas grand-chose en dehors d'un prix puis de à qui de qui. Là, c'est très, très limité. Donc, d'essayer de trouver plus d'informations là-dessus. Puis c'est ça qui m'a été un peu genre le défi. Faire comme, ouais, mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est posé la question d'où ça vient ça. Puis justement, moi, je m'en pose encore. C'est peut-être parce qu'elle n'est pas répondue encore, cette question-là. Exactement, c'est ça. À creuser. Puis c'est un peu ça qui est intéressant en histoire, c'est que tu te rends compte que la vérité, on la sait jamais tout à fait. Puis elle est tout le temps réinterprétée aussi avec le temps, selon les époques, les mœurs de la société. Ouais. C'est ça. Puis plus on avance dans le temps, plus c'est dur d'essayer de trouver justement la vérité parce que tu te dis, il y a tellement de choses qui sont changées. L'histoire est écrite par les gagnants, on l'a toujours su. Donc, il y a plein de choses qui sont mises de côté. Mais là, on parle de quelque chose qui est un objet qui a été tellement genre un objet usuel de la vie commune. Tu sais, c'est un peu le même principe que d'essayer de retrouver le couteau à beurre. Cherchant, on dit, l'information du couteau à beurre. Tu vas en trouver des couteaux à beurre, mais après ça, essayer de trouver, ouais, mais c'est qui le premier qui l'a créé, le couteau à beurre, puis pourquoi? Là, c'est ça que tu sais, c'est là que ça devient comme, ça a toujours été là. Non, ça n'a pas toujours été là. Fait que ça a été vraiment cette espèce de défi, puis cette espèce d'intérêt que j'avais déjà en faisant d'autres artisanats qui étaient aussi à partir de fils, d'essayer de comprendre c'est quoi la différence aussi entre la ceinture fléchée par rapport à juste un foulard tricoté. Je veux dire, c'était quoi l'image? Puis tout
l'identité culturelle qu'il y a autour aussi de ça, parce que pour tout le monde, la ceinture fléchée est québécoise, puis tu remets pas ça en question. Mais est-ce qu'elle est vraiment québécoise? Ça, c'est une autre question. Fait que, tu sais, ça a été vraiment de creuser puis de travailler là-dessus. Et en même temps, Fait que ça, j'imagine aussi que, tu me corrigeras si je me trompe, mais les sources disponibles pour étudier la ceinture fléchée, probablement que ça a dû, pendant très 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 longtemps, se transmettre beaucoup plus oralement, comme oui, savoir-faire d'un artisan à l'autre, beaucoup plus que comme une pratique documentée par écrit, là, finalement. comme beaucoup d'art. Pas Et beaucoup ça, d'art, ouais. c'est quelque chose, tu sais, on peut retrouver le même principe au niveau de la verrerie, au niveau travail de métal. Tu sais, c'était un principe de tu l'apprends parce que quelqu'un d'autre sait le faire, puis il te l'explique et non pas parce que tu sais lire. Un peu le principe de Aujourd'hui, compagnonnage. c'est ça. Aujourd'hui, tu sais parce que les gens, la majorité des gens sont alphabets aussi, ils savent lire. Fait qu'ils peuvent avoir des traces écrites. On peut maintenant l'écrire puis expliquer. Puis avec l'Internet, ben, on peut faire une vidéo qui explique comment le faire. Mais c'est toutes des choses qu'on ne pouvait pas avoir avant s'il n'y avait pas quelqu'un qui nous le montrait. Si on ne se déplaçait pas pour l'apprendre, c'était impossible de le savoir à ce moment-là. Petit aparté comme ça, il y a Taranis dans le chat tantôt qui se demandait si c'était une Sakura qu'il y avait dans l'étagère. J'ai pas de Sakura. J'ai Sailor Moon, mais j'ai le Ah, Mokona de Sakura, ok, par ouais, contre, c'est ça. qu'on voit un petit peu. J'ai le Mokona de Sakura. Sinon, j'ai une jeune fille, celle à la robe bleue, c'est vraiment juste une poupée générique. Puis, celle qui est en pixel art à côté, c'est Reseté 1. C'est recette du jeu Reseté 1, qui Ok. m'a été faite justement par un de mes followers, que j'ai été comme, mais c'est fou. Parce que c'est tout fait en billes fusionnées. Je sais pas le temps que ça y a pris. Ça a pris un temps monstre Ah, pour le le faire. pixel art, c'est quand même assez long. Je sais pas si tu connais Miss Pomme. Oui, oui, je la connais. Je connais aussi des gens, je sais que les accros en font. Moi, je m'amuse à faire des très petits, genre grosseur sous verre, puis c'est correct, je trouve ça le fun, mais il y en a qui font des affaires, puis je suis comme. C'est assez Puis après ça, ils impressionnant viennent quand dire même. que moi, je suis patiente, mais tu sais, je veux dire, C'est beaucoup de patience aussi, le pixel art quand même. c'est Ouais. ça, c'est ça. Euh... J'avais quelque chose en tête, je l'ai carrément perdu. Tu sais, Oh quand t'as une non! idée puis que là, elle te passe d'un bord à l'autre de la tête, là, c'est pas grave, Mhm. ça va finir par m'en revenir. Oui, on est tout le temps bien Papalapalap. pour avoir une bonne mémoire. Exactement. Donc, si les gens s'imaginent dans le chat là, que les historiens, on a de la mémoire, c'est absolument pas vrai. Ah non, écoute, Puis de base, je suis quelqu'un qui est mauvaise avec les chiffres et je suis mauvaise avec les noms. Ça a été hilarant dans les examens où est-ce que c'était pas un travail de recherche parce que je me souvenais pas des noms, je me souvenais pas des dates. Fait que, tu sais, c'était vraiment genre, ben, il s'est passé telle affaire parce que telle affaire, mais j'étais pas capable de dire c'était qui les personnes impliquées ou c'était quand que ça a été. Tu sais, je sais pas. C'est ça. Je suis capable. Fait que, ouais, je suis une historienne qui est pourrie d'un date et des noms, c'est magnifique. Donc également, j'en profite pour mentionner au chat que si vous avez des questions, si vous avez des commentaires pour moi ou notre invité ou nous deux, peu importe, n'hésitez pas à utiliser le chat à cet effet-là, les amis. Donc c'est pour ça que j'enregistre le podcast en live et qu'après ça, en différé, ben là, j'upload sur YouTube, j'upload en version audio et tout. Pour les gens qui n'étaient pas là ce soir-là, qui voudraient le réécouter. Mais justement, pour celles qui sont là pendant le live, profitez-en justement vu qu'on est en direct. Posez-nous des questions. Tout ça va être aussi enregistré, bien sûr, dans la rediffusion. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, il y a des éléments que vous avez moins bien compris, des choses que vous voudriez qu'on vous réexplique ou des précisions que vous voudriez qu'on apporte, n'hésitez pas là. Je garde tout le temps un œil sur le chat, même si je réagis pas à tout ce qui se dit. Mais dès que vous nous posez des questions, faites des commentaires, je les surveille, puis entre nos questions, ben, à ce moment-là, on va être capable d'y répondre ensemble. Si on remonte le temps un peu chronologiquement, Oui, apparemment, c'est toi qui me l'avais appris, j'en avais aucune idée. La ceinture fléchée aurait des origines écossaises. je crois fermement que la ceinture fléchée telle qu'on la connaît aujourd'hui n'aurait jamais existé si ça n'avait pas été des Écossais au Québec lors de OK? la conquête britannique. Et si on pense, mettons, si on parle de l'Écosse, quel serait le vêtement qui te vient à l'esprit? Le kilt, évidemment. Le kilt, évidemment. Tout le monde va imaginer un kilt. Et Et le quand on tartan qui est parle son d'un kilt, ancêtre. on parle du tartan, qui Ah a une ah! signification de couleur selon plus principalement des grandes familles. C'est principalement des grandes familles qui donnaient, dans le fond, en venant de leur blason, qui donnaient le tartan. Des fois des régions, mais c'est principalement les familles. Et quand on parle de ceinture fléchée, on a exactement le même principe, sauf que, bien sûr, on n'avait pas des grandes familles de noblesse au Québec qui pouvaient transmettre des couleurs pour faire un principe de tartan. Donc, on les a par ville ou par région. Ce qui fait que les couleurs sur les ceintures fléchées ne sont pas du tout aléatoires, mais pas du tout. Et c'est ça qui est intéressant.
Puis je pense que si la ceinture fléchée se fabriquait déjà auparavant, avant l'arrivée des Écossais, les couleurs n'étaient pas vraiment impliquées dans le processus. Puis c'est vraiment lorsque les Écossais sont arrivés, il y en a beaucoup qui sont arrivés qui avaient des moyens, qui étaient riches et qui ont fondé des compagnies. Une des grosses compagnies qui avait justement, c'était la Compagnie du Nord-Ouest, où est-ce que justement on engageait des hommes, Canadiens, Français, pour aller faire l'exploration. Donc, en principe, avec le portage, avec les Rabascas, avec les Grecs. Donc, on se promenait. Et pendant que, justement, il y avait cette espèce de recrutement-là, les Écossais, eux autres, ça leur dérangeait pas d'y aller en kilt dans le kayak avec les hommes. Fait qu'ils les accompagnaient, ils faisaient tout le trajet avec eux autres, tout ça. Puis lorsqu'ils revenaient, ben, ça leur dérangeait pas de venir prendre un coup avec ces hommes français-là dans leur chaumière, en kilt. Puis les femmes, parce que c'est souvent les femmes des voyageurs qui fabriquaient ces ceintures-là, qui étaient premièrement une fonction primaire parce que les manteaux que les hommes avaient, qu'on appelait un capot, ça ne se fermait pas, il n'y avait pas de bouton, il n'y avait rien, c'était un manteau qui était fixé. Donc la ceinture servait à fermer le manteau et ça servait de poche aussi. Donc c'était une très très longue ceinture, à peu près 6 mètres, tournée 2 ou 3 fois, dépendamment de la grosseur du gars. Puis, ça pouvait servir de poche aussi. Fait qu'entre les différentes couches, tu pouvais mettre ta tabatière, tu pouvais mettre un peu de monnaie, tu pouvais mettre des affaires, tout qu'est-ce que tu pouvais avoir de besoin. Finalement, un petit couteau. Donc, ça servait de poche parce que c'est quand même assez large là, comme ceinture. Fait un coup que c'est bien serré, ça tient le manteau fermé contre les intempéries et ça pouvait servir de poche parce qu'il n'y en avait pas non plus dans les manteaux ou dans les habits. C'est quand même assez récent des poches au niveau historique. Donc, lorsque ces ceintures-là étaient faites, dans la base, c'était souvent la laine teinte unie ou pas teinte du tout, donc écrue. Donc, un coup que c'était fait, ben, les hommes les portaient tout ça. Sauf qu'à force de voir, de parler avec les Écossais, puis de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des couleurs sur vos jupes, puis de comprendre que ça vient justement de telle famille ou c'est quelque chose de glorieux, quoi que ce soit, ben, les femmes ont fait comme ben pourquoi est-ce que nos hommes qui portent des ceintures ne pourraient pas avoir ce même principe-là? Je veux dire que le fil soit de couleur ou uni, ça ne nous dérange pas, nous autres. On va faire, puis c'est comme ça que ça a commencé tranquillement pas vite, à avoir des couleurs par région. Puis ceux qui se demandent, la ceinture fléchée qui est portée par le bonhomme Carnaval, c'est la couleur la plus connue qui se trouve à être la couleur de l'Assomption, donc de la région de l'Assomption. C'est la plus connue, ça a été la plus populaire, c'est là qu'il y avait le plus de personnes qui en fabriquaient aussi. Mais chaque région a vraiment une couleur qui leur est associée. Donc, si on a des gens qui sont de l'Assomption, c'est vos couleurs qui sont là. C'est vos couleurs, c'est vraiment ça. Et je ne sais pas si c'est encore actuel, je crois que oui, mais c'était encore des ceintures qui étaient faites à la main qui sont portées par le bonhomme Carnaval. Je dis les ceintures parce qu'il y en a probablement plus qu'une, considérant que le costume doit être lavé régulièrement. Donc voilà, c'est vraiment des ceintures qui sont encore faites à la main. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Ça, tu vois, je savais pas ça. J'ai toujours cru, en voyant le costume du bonhomme Carnaval, que c'était probablement des ceintures comme préfabriquées en usine, que c'était comme des répliques, là, finalement, d'une ceinture faite à la main. Si on peut être encore fier de quelque chose de notre bonhomme Carnaval, c'est bien sa ceinture. C'est bien sa ceinture. Laissez-lui sa ceinture. Je montrais façon que nos taxes peuvent passer aussi. Oui, c'est ça exactement. Je montrais à l'image pour celles qui ne saviez pas de quoi on parlait quand on parlait de capot. Ici, on a un bel exemple justement des longs manteaux que portaient les hommes à l'époque de la Nouvelle-France. Moi aussi, j'ai été guide interprète sur un site historique qui est le site historique de la Maison La Montagne. Je sais pas si tu connais. Je connais pas. Parce que j'ai pas été dans cette région-là. Une maison qui date de 1744, c'est la plus vieille dans le Bas-Saint-Laurent. Puis c'est une maison qui est faite en colombage pierroté. Le colombage pierroté qui est comme une alternance, c'est une structure à la verticale pour ce qui est des murs. Donc on a des poutres à la verticale en bois. Et entre chacune des poutres de bois, on a une alternance avec du mortier, qui était fait souvent avec de la terre glaise, avec des pierres ou avec de la paille ou des choses comme ça. Tout recouvert ensuite de crépi blanc. C'est un style d'architecture normande qui n'a pas perduré malheureusement parce que, évidemment, c'était pas un style d'architecture qui favorisait l'isolation, surtout en plein hiver, avec l'hiver qu'on avait au Québec. À cette époque-là, évidemment, ça n'a pas perduré. Mais la Maison La Montagne est un des rares 3 exemples qu'on a en Amérique du Nord et il est à Rimouski, en plus. Mais là où je voulais en venir en fait avec ça, c'est que moi, dans le temps, j'interprétais aussi des personnages historiques qui avaient vécu à la maison. Et notamment dans les journées plus froides, je portais ce capot-là qu'on voit à l'écran.
C'est Exactement le très même chaud. en laine avec le ceinturon, comme tu parlais, le Mhm. ceinturon très large en couleur unie, fabriqué en laine aussi. Et t'as raison, Mhm. je confirme, là, c'est quand même très très chaud comme manteau. Beaucoup plus que Ah ce ouais, qu'on peut espérer. c'est impressionnant quand tu te rends compte à quel point où est-ce que la laine, ça, ça isole très, très bien. Là. Tu sais, c'est vraiment. Tu sais, le monde se dit, ah, il n'y avait pas les manteaux comme aujourd'hui. Ouais, mais les hivers, je veux dire, il n'y a rien qui est isolé nulle part. Là. Je veux dire, c'était vraiment super bien fait, puis ça a été réfléchi longtemps. Puis c'est sûr qu'on s'entend, les premiers coureurs des bois n'avaient pas ce genre de manteau-là. Ils ont dû apprendre comment est-ce que les Amérindiens faisaient pour avoir justement un principe de fourrure. Puis par la suite, ben, ils ont importé de la laine, puis c'est comme ça qu'ils se sont arrivés à avoir justement le tissage pour le capot, puis que c'était beaucoup plus isolé comme fabrication que d'avoir juste une peau par-dessus soi. Là. Exactement. Taranis nous a partagé une vidéo de Florence Baudry, qui est une artisane de ceinture fléchée. Un article là, que Radio-Canada avait fait. J'ai pas regardé la date de l'article, mais je pense que ça date un peu de quelques années à peu près. On le regardera peut-être pas dans le cadre du podcast par contre, mais Taranis, si jamais tu veux le reposter aussi sur le Discord, peut-être que ça pourrait intéresser des gens là, qui voudraient avoir un autre complément d'information ou quelqu'un d'autre là, justement qui pourrait amener d'autres éléments là-dessus. Euh, Mhm. Maintenant, donc on voit un peu finalement les origines là, en passant justement par les tartans écossais. Tantôt justement à l'écran, j'ai montré des tartans écossais de différents motifs, différentes régions, versus des ceintures fléchées de différents motifs, encore une fois de différentes régions. Puis beau Mhm. parallèle effectivement entre les deux, j'avais jamais fait le rapprochement qu'on est Ben, un peu dans un en type de fait, coutume assez similaire en fait. ce que je trouvais intéressant, c'est que j'ai pas vu vraiment de preuves tangibles là-dessus. C'est vraiment mon hypothèse à moi, mais je trouvais que je vois aucune autre logique que ça, considérant que l'essor de la ceinture fléchée, c'est vraiment développé par les Écossais. C'est eux-mêmes qui ont souvent financé les personnes qui les fabriquaient à cette époque-là pour pouvoir que justement, à un moment donné, ils ont fait comme Hey, c'est pratique, hey, ça fait beau. Ben oui, tous nos hommes vont tout avoir, puis c'était vraiment c'était des soirées où est-ce que justement les femmes ils se retrouvaient toutes ensemble à jaser. Les enfants travaillaient aussi là-dessus parce que les enfants, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils démêlaient les fils en arrière. Parce qu'on s'entend que si la ceinture fait 6 mètres, ça prend plus long de fil encore. Ah ben oui, c'est sûr. Parce que ça réduit à peu près du tiers. Fait que, tu sais, c'est vraiment. Fait que, veux pas, à force d'être travaillé, les fils s'en mêlaient en arrière des chaises. Fait que les enfants, leur job, c'était vraiment de défaire ça. Et ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que les Écossais, lorsqu'ils payaient pour les ceintures, les factures étaient faites au nom des femmes. C'est sûr qu'à l'époque, c'était, mettons, Madame Jean Tremblay, c'était le nom du mari qui était utilisé sur les factures, mais c'était vraiment au nom de Madame et non pas au nom de Monsieur. Tu sais, ils ont vraiment remis l'argent aux femmes. Quand c'était des femmes qui n'étaient pas mariées, c'était vraiment Mademoiselle avec son nom complet. Ça, j'ai été vraiment surprise de voir ça parce que c'est probablement les rares factures qu'on a adressées à des femmes au début de la colonie puis de la conquête britannique. Normalement, c'est rare que c'était vraiment les femmes qui faisaient des. Je parle de gros achats. C'est sûr que je parle pas d'aller acheter du pain ou des œufs ou d'aller faire un échange de sacs de farine Des marchandises contre des essentielles grains. Là. à la sphère C'est familiale ça. finalement, c'est ça. Là, c'était vraiment genre, c'était des commandes qui étaient passées. Puis pour l'époque, c'était des montants qui étaient faramineux. Là. C'était des affaires d'à peu près 20-30 $, parfois 50 $ la ceinture. C'était immense pour un montant donné à une femme. Aujourd'hui, c'est probablement plus autour de 500 à 1000 $ une ceinture fléchée faite à la main. Mais quand on sait que c'est entre 500 et 6 heures faire une ceinture, on comprend le prix un peu. Oui, effectivement, c'est quand même très 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 long. Vraiment là, Mm. c'est tout un procédé. On va y Ah, revenir c'est. d'ailleurs justement par Oui. rapport à ce procédé-là. Maintenant, justement, tu voulais qu'on aborde les différences, puis c'était quand même un élément assez pertinent à préciser. Mhm. Les différences entre le voyageur et le coureur des bois. Parce que souvent, les Oui. gens s'imaginent que c'est sensiblement la même chose, mais il y a quand même de grosses différences entre les deux. Il y a quand même des grosses différences. C'est sûr que quand on va parler des coureurs des bois, les deux ont fait quand même pas mal la même chose au niveau des. Ils ont servi à se promener dans le Canada pour découvrir, traiter avec des Amérindiens et en particulier la fourrure. Il y Mais avait un c'est but pas que similaire. ça. Il y avait un but similaire. Sûr que le coureur des bois, c'est vraiment au niveau du début de la colonisation de l'Amérique, donc principalement par la France. Donc, c'était vraiment des Français qui sont arrivés puis qui se sont mis à courir les bois, entre guillemets, donc qui se sont mis à traiter avec les Amérindiens, qui se sont mis à vraiment installer les premiers campements, qui ont vraiment commencé à mettre en place qu'est-ce que la colonie française était pour devenir.
Par la suite, quand on parle après la conquête britannique, on n'a plus vraiment le terme de coureur des bois. On ne l'utilise plus vraiment. On va vraiment parler plus de voyageurs parce que la fonction a changé. Au lieu d'être des individus qui sont à peu près à leur compte, c'est sûr qu'ils travaillent souvent pour d'autres entreprises, mais qui sont pas mal libres à eux. Les voyageurs sont organisés par des compagnies, sont vraiment embauchés par une compagnie, ils travaillent ensemble, sont vraiment des collègues de travail, puis ils vont travailler en équipe. Donc oui, ils vont continuer à se promener, ils ne sont pas tous en rabasca ou en kayak ou en canot. Il y en a qui vont être encore juste à se promener dans les bois, mais ils vont être vraiment embauchés par une entreprise. Et d'où pourquoi voyageurs, c'est qu'ils vont se promener beaucoup plus loin que ce que les coureurs des bois faisaient, Oh entre oui. autres parce qu'ils ont commencé justement à cartographier. C'est grâce à eux si on a commencé à avoir les premières cartes du Canada jusqu'en Colombie-Britannique. Ça ne s'appelait pas vraiment comme ça au début, mais tranquillement, pas vite, ça commence à s'élaborer. Puis justement, il y a beaucoup d'Écossais qui ont participé à cette étape-là. Quand je dis que tout est imbriqué. Donc, la ceinture a servi comme moyen d'échange aussi auprès des Amérindiens. Donc, c'était parce que c'est des belles couleurs, surtout un coup qui sont colorés, c'est des belles couleurs. C'est un symbole de fierté encore là, parce que justement, avec les couleurs, avec les régions, on commençait à avoir ce principe de fierté-là. Les hommes qui se promenaient avec leur ceinture de couleurs, c'était un peu aussi leur petit dada à eux. Là. C'était vraiment ma femme ou ma fille ou ma sœur, elle m'a fabriqué ça. Ça vient de où je suis à l'autre bout du pays, mais j'ai quelque chose qui me rappelle encore mes origines. Donc, ça, c'était quelque chose qui était une fierté. Fait que de voir cette fierté-là chez les Blancs, les Amérindiens, ils ont pu faire comme, ben, on aimerait ça aussi, c'est quoi, tu sais, parlez-nous de votre fierté, on va vous parler de la nôtre, puis d'avoir cette espèce d'échange-là. C'est dommage parce que l'histoire fait en sorte qu'on n'a pas le même échange culturel par la suite, Non, malheureusement. mais malheureusement, mais ça a été un début, puis ça aurait pu débloquer sur quelque chose, de, à mon avis, beaucoup mieux que qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. Mais ça a été un début de quelque chose. J'essaie de trouver quelque chose de positif. Mais c'est ça. Ça a été une monnaie d'échange. Ça a été un des biens qui était échangé en dehors de d'autres affaires. Puis c'était probablement un des biens les plus pacifiques que tu pouvais échanger aussi. Là. Un peu comme les wampum du côté de certaines communautés autochtones, justement, qui échangeaient ça comme un tribut de guerre, ou comme monnaie d'échange, ou comme signe de paix aussi, là, pour sympathiser justement avec des leaders de certaines communautés, ou des choses comme ça. C'était un bien diplomatique, comme une monnaie d'échange. Exactement. T'sais, on est à une période où est-ce que c'est beaucoup le troc qui fonctionne, puis je veux dire, c'est normal aussi, considérant que les Amérindiens n'avaient pas de monnaie non plus, c'était tout par principe d'échange, par principe de besoin. Donc, à ce moment-là, d'avoir quelque chose que tu peux échanger, qui est fait à la main, ça aussi, c'était quelque chose de... C'est pas un chaudron qui a été manufacturé en Angleterre, c'est quelque chose qui a été fait par des femmes qui sont sur les mêmes terres qu'eux. Fait que ça permettait aussi d'avoir peut-être ce petit lien-là qui permettait justement une espèce de rapprochement entre les différents peuples. Fait que c'est plate parce que malheureusement, ça n'a pas donné le même rapprochement qui aurait été souhaitable. Ça aurait pu tellement mieux débloquer. Oh, mais oui, au moins, vraiment. c'était quand même une espèce de début, je pense, que quand deux cultures se rencontrent, de justement montrer qu'est-ce que chacun est capable de faire, puis de pouvoir échanger, puis de discuter par rapport à ça. Puis il y a beaucoup de gens qui ont pensé que, dans le fond, l'origine de la fabrication, parce que là, j'ai parlé des couleurs, mais la fabrication serait peut-être justement amérindienne, mais on n'a malheureusement aucune trace comme quoi que ça serait des Amérindiens qui leur auraient montré comment ça se fabrique auprès des femmes canadiennes françaises. Il y a comme pas vraiment ce principe d'échange-là. On n'a aucune trace non plus chez les différents peuples amérindiens d'une fabrication de ça non plus. Exact, puis pour vous montrer à quel point, petite parenthèse comme ça, on peut utiliser vraiment différents objets pour la monnaie à l'époque de la Nouvelle-France. Je vais simplement changer de scène pour vous montrer ça. Connaissez-vous la monnaie de carte? La voici à l'écran, la fameuse monnaie qui a été introduite en Nouvelle-France alors que on commençait à manquer de matériel pour faire circuler de la monnaie dans la colonie. Je me souviens plus par contre c'est quel intendant qui a instauré la monnaie de carte. Est-ce que c'était Jean Talon? Je me souviens plus. Sais-tu, ouais, mais non. Mais ça se pourrait très bien que ce soit à ce moment-là. Je me souviens que quand que les cartes revenaient en Europe, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait comme ça ne vaut que la moitié de ce qui était écrit, quelque chose du genre, parce qu'ils ne voulaient pas la reconnaître.
mais ils se sont tellement ramassés où est-ce qu'il n'y en avait plus de ressources. Je veux dire, t'as plus de papier, t'as plus rien. Fait qu'ils ont pris des cartes. Des cartes à jouer carrément. C'est ça, on a pris qu'est-ce qu'on a sous la main parce qu'on ne sait plus quoi faire. Mais tu sais, d'un certain sens, c'est un peu les débuts des chèques que qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. Tu sais, ils se sont débrouillés comme qu'ils pouvaient. Oui, c'est écrit Duplessis sur la carte, mais à ne pas confondre avec Maurice Duplessis, le premier ministre du Québec des années 30 et 40 au Québec. 30-40 à 59 environ. C'est vraiment pas le même Duplessis. Là, on voit la date justement sur la carte 1714. Maurice Duplessis était loin d'être né à cette époque-là. Il était loin d'être pensé. Et il était loin d'être pensé. Est-ce que c'était son ancêtre? Possiblement. Mais on parle pas du même Duplessis à ce moment-là. Mais oui, donc c'est ça, des cartes à jouer qui ont été carrément introduites en Nouvelle-France comme monnaie officielle pour pallier au manque de matériel là, finalement qu'on avait dans la colonie. Comme quoi, que ce soit dans un système de troc ou que ce soit dans un système un peu plus capitaliste avec de l'argent et du capital et tout, du capital accumulé et tout, on peut se servir de bien des objets là, finalement pour instaurer une monnaie. C'était le cas pour les Amérindiens avec le wampum dans le cadre du troc, puis c'était le cas aussi, on l'a vu là, finalement, pour la ceinture fléchée à un certain moment, effectivement. Fait que petite parenthèse comme ça. Également, on va probablement revenir un peu plus tard, mais vu que tu en avais abordé, je voulais quand même montrer l'image. On voit ici là, justement 3 styles. Tu me confirmeras à l'image si vraiment j'ai pris une bonne image et que finalement c'est vraiment les bonnes régions associées au bon style de ceinture fléchée. Mais on voit ici 3 principaux styles de ceinture fléchée, qui est l'Assomption, Charlevoix et la ceinture acadienne. Est-ce qu'on a d'autres styles régionaux de ceinture fléchée que ces 3-là, ou c'est vraiment les 3 seuls qui ont été comme un peu plus documentés? Il y en a d'autres. Je te dirais que c'est probablement les 3 plus connus, par contre. Acadienne, elle disparaît quand même assez rapidement au niveau de l'histoire. Pour ceux qui connaissent l'histoire acadienne, vont comprendre pourquoi. Mais c'est aussi la façon qu'ils sont fabriqués. L'Assomption, c'est un principe d'éclair. Donc, c'est vraiment le principe de flèche ou d'éclair qu'on va retrouver qui fait un principe de zigzag. Charlevoix, c'est des chevrons. Donc, c'est vraiment des grands V. Puis, acadienne, c'est un autre motif, un autre design. Donc, on va retrouver ces 3 designs-là dans d'autres endroits, mais avec des couleurs différentes. Mais ça, c'est vraiment, si on voit 3 grosseurs, vraiment, de 3 grosseurs, 3 motifs de ceinture, c'est vraiment les 3 plus belles représentations qu'on peut retrouver, qui sont les plus facilement trouvables. Mais c'est sûr qu'on en avait dans plusieurs régions. C'est sûr qu'après ça, essayer de retrouver, retracer lesquelles sont les plus. Acadienne est très facilement reconnaissable parce qu'elle utilise vraiment des couleurs qui sont différentes d'ailleurs. Des couleurs très vives. Les autres qui sont couleurs très, très vives. Parce que l'Assomption, son cœur rouge, c'est vraiment qu'est-ce qui la représente le plus. Après ça, c'est vraiment Charlevoix, comme je t'ai dit. Je me souviens d'en avoir vu de ce motif-là, mais je pourrais pas t'affirmer que ça, c'est vraiment les couleurs de Charlevoix. Parce que là, après ça, c'est essayer de toutes les connaître par cœur, c'est une étude qui dépasse un peu qu'est-ce que moi j'ai fait. C'est bien, mais on va... Oui. On voit quand même justement 3 principaux styles de ceinture fléchée, puis c'est vrai que c'est ceux-là qui reviennent le plus souvent. Je sais pas si c'est parce qu'il y avait plus de production de ceinture fléchée dans ces régions-là, plus que d'autres, ou... connais-tu un peu la cause de pourquoi ces régions-là en particulier? Ça serait pas impossible, ça dépend aussi des endroits où est-ce que tu avais les postes de départ. C'est pas tant des postes de traite, parce que les postes de traite, c'est vraiment plus pendant les courants des bois, mais vraiment les endroits où est-ce que les compagnies étaient situées, puis qui partaient, qui ramassaient les hommes, puis qui suivaient les fleuves pour se rendre, qui suivaient les rivières pour se rendre après ça dans le fleuve Saint-Laurent, s'en aller vers les Grands Lacs, puis continuer. Ça partait vraiment du début ou des régions quand même de ces régions-là. Fait que, tout ce qui était à proximité du fleuve ou qui était facilement accessible du fleuve, ben à ce moment-là, moins tu as de voyages à payer, mieux c'est. Parce que c'est sûr que tu vas chercher, mettons, le lac Saint-Jean pour l'emmener en Colombie-Britannique, c'est beaucoup plus loin que si tu ramasses de l'Assomption. Déjà, tu n'as comme pas le lac Saint-Jean à descendre au complet. Là. Fait que, c'est vraiment toutes, c'est des régions qui sont quand même vraiment plus facilement trouvables. Mais tu en avais ailleurs aussi. Oui, je m'en doute. Après ça, plus il y a des endroits qui en ont fabriqué, plus c'est facile d'avoir des traces de ça, parce que c'est sûr que c'était des fibres naturelles, donc qui sont biodégradables. Donc, il y en a beaucoup qui ont été dégradés par le temps. C'était fait en vraie laine de mouton, donc encore là, on peut avoir des bibites qui ont décidé qu'ils mangeaient ça, comme c'est possible dans beaucoup de chandails de laine. C'est vraiment, retrouver des traces. Plus il y en a, plus c'est facile d'en retrouver. S'il y a des régions qui en ont fait peut-être juste une centaine, ça se peut qu'il en reste même plus aujourd'hui.
C'est ça. Il y a Joe Polo qui nous dit que, apparemment, de ce que lu dans un livre qui parlait de l'histoire de la ceinture fléchée, ça serait dans l'Assomption et Charlevoix que des compagnies de tissage se sont implantées le plus. Donc, forcément, avec l'industrie productrice qui est comme plus accessible, qui est vraiment ancrée dans la région, à ce moment-là, c'est peut-être pour ça que la prolifération des ceintures fléchées était plus marquée, là, finalement, dans l'Assomption et dans Charlevoix, finalement. Là, ça dépend parce qu'il parle d'industrie et les machines qui les fabriquaient, quand on s'est ramassé à les avoir en version de machine, ne recréaient pas nécessairement les mêmes couleurs que Ouais, les c'est vrai. régions. Il y a ça aussi. Comme il dit, ça reste une théorie, mais c'est Oui. peut-être un élément qui peut expliquer au moins, à tout le moins, pourquoi on retrouvait vraiment comme plus les matériaux dans ces régions-là. Et pourquoi l'artisanat s'est comme peut-être un peu plus développé avec justement l'accès aux matériaux, à la production. Mais bref, c'est ça, ça reste une théorie. C'est sûr on pourrait carrément quasiment faire une émission complète là-dessus. Carrément. Mais c'est ça, ça reste quand même une théorie, somme toute, assez plausible. Puis justement, parlant de la fabrication de la ceinture fléchée, c'est quoi les différentes façons d'en fabriquer une? En fait, à la base, c'est sûr que si on élimine la version faite machine qui est sortie par la suite, parce qu'à un moment donné, ils ont essayé de rentabiliser le temps pour le faire plus rapidement. C'est fait à la main. En fait, il n'y a aucune machine, mais quand je parle d'aucune machine, il n'y a aucune machine manuelle non plus. Il n'y a pas de métier pour fabriquer une ceinture fléchée. C'est vraiment un tissage au doigt. Donc, c'était les doigts de la femme qui vont vraiment créer la trame. Donc, c'est des fils qui... La ceinture, elle est faite à partir du milieu vers une frange, puis après, elle est reprise du milieu et refaite vers l'autre frange. C'est la façon qu'ils vont être vraiment les fabriquer. Si ma mémoire est bonne, il me semble que dans l'Acadie, ils partaient vraiment d'un bout à l'autre, mais en général, pour la grandeur, c'est vraiment à partir du milieu. Les fils étaient attachés au milieu après le poteau central de la maison. Il y avait une espèce de crochet qui était accroché en haut. Donc, il accrochait la moitié de la ceinture, puis il descendait la ceinture. Fait qu'au début, il était monté sur des chaises pour pouvoir la faire. Puis, il y avait juste 2 petites tiges de bois en plein milieu pour marquer la démarcation du centre de la ceinture. Puis après ça, c'était vraiment descendu tranquillement, pas vite. Et au fur et à mesure que les fils se passaient l'un à l'autre, parce que contrairement à un métier à tisser où est-ce que tu as vraiment tous tes fils au bout, puis qui sont travaillés, et c'est un autre fil qui est passé entre chacun, là, c'est vraiment, les cordes sont inversées une et l'autre, et c'est ce qui va créer le design. Ça peut un petit peu ressembler au bracelet brésilien ou au bracelet d'amitié qu'on a tous connu à un moment donné à partir de notre secondaire, là, que tout le monde avait. Mais ces bracelets-là, eux autres, sont faits à partir de nœuds. Là, il n'y a vraiment pas de nœuds qui sont faits. C'est vraiment des fils qui sont genre passés d'un à l'autre, qui sont passés entre et par-dessus d'autres. Et c'est ce qui va créer justement le changement de couleur, parce que c'est justement, on les passe d'un côté à l'autre, et c'est ce qui crée, dépendamment comment est-ce, en dessous duquel, puis par-dessus lequel, c'est ce qui va créer justement le motif. Ça reste quand même une technique très qui demande vraiment beaucoup de précision, de minutie, de patience, de souci du détail. On voit justement à l'image que je montre en ce moment à l'écran. Regardez tout le travail que ça devait représenter, tous les fils qui se tissent tranquillement pas vite dans les doigts de la dame, là, justement, qu'on voit dans l'image à l'écran. La grosseur des fils puis la précision que ça demande pour recréer le motif. Là. En fait, les fils, en plus, souvent, bon, quand on faisait, mettons qu'on prend de la laine de mouton, qu'on met en termes de fil, c'est passé au travers du rouet pour pouvoir l'amincir, le filer, le mettre dans une bobine. Ce que les femmes faisaient avant même la teinture, c'est le repasser une deuxième fois au rouet, ce qui tordait le fil encore plus, qui le rendait plus petit que ce qui était utilisé normalement avant de les teindre. Puis des fois, ils le repassaient une troisième fois au rouet pour le rendre encore plus petit s'il y avait trop épaissi pendant la teinture. Donc, ça rend vraiment un fil qui est vraiment très mince parce qu'il voulait que la ceinture est tournée 2 fois autour de la personne. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, ça fait une épaisseur de plus. Donc, on voulait que ça soit solide et c'est ce qui faisait que ça rendait plus solide. C'est la quantité. Il y a des centaines de fils qui sont utilisés pour le faire. Puis c'est vraiment, tu peux pas changer ton fil. C'est vraiment le même fil qui est utilisé partout. On vient d'avoir un raid de Les Jeux de Marlitte avec un groupe de 4 cavaliers d'élite. Merci beaucoup pour le raid et bienvenue à tous. Justement, de passer de un à l'autre. Puis c'est vraiment un travail de moine. Puis c'est pas pour rien que les enfants, ils servaient aussi à aider parce que une personne qui, justement, va passer les fils d'un à l'autre, mais on a des, des mètres de fils qui dépassent en arrière, puis ça s'en mêle facilement, la grosseur que ça a. Donc, les petites mains des enfants servaient justement à pouvoir tout démêler au fur et à mesure. Ça les occupait aussi.
On s'entend à l'époque, des jeux d'enfants, des jeux d'ordinateur, il n'y en avait pas. Hein. Fait que c'était une façon pour eux aussi d'utiliser les enfants dans une tâche qui n'était pas nécessairement ménagère. Mais à la longue, les femmes étaient tellement rendues habituées qu'ils se réunissaient 3-4 femmes, probablement la rue ou la famille, qui se mettaient chacune de leur côté du même poteau, puis ça se placotait, là. C'était leur soirée causerie, là, tu sais, puis ça Soirée se jasait. causerie en fabricant de ceinture. C'est ça, en fabriquant une ceinture, puis ça se faisait comme manuellement, puis tout ça. Par la suite, c'est sûr que c'est arrivé qu'il y a eu des machines qui, là, à ce moment-là, on avait vraiment un tissage au même principe que n'importe quel tissé. Donc, au lieu d'avoir le fil qui se twiste d'un à l'autre, c'est vraiment un nouveau fil qui passe dans la trame, puis c'est ce qui permettait de savoir si c'était une ceinture, une vraie ou une fausse, c'était de voir est-ce que les fils étaient tordus d'un à l'autre ou c'était juste passé un par-dessus les autres. Et ça, c'était une des façons. Aujourd'hui, on peut réutiliser le même principe avec d'autres fibres. C'est sûr qu'à l'époque, c'était vraiment que de la laine de bouton qui était utilisée. Mais aujourd'hui, on peut réutiliser à peu près, il y a des fibres acryliques qui sont utilisées. J'en ai vu qui est en coton, mais c'était vraiment plus l'acrylique qui est réutilisé parce qu'il est beaucoup plus abordable que de la laine de mouton. Et on peut retrouver beaucoup plus de couleurs aussi aujourd'hui avec de l'acrylique par rapport à la laine. Il y a un turbinateur qui voudrait savoir à quoi exactement servait la ceinture fléchée. Donc, comme on avait dit au début, ça sert à maintenir le capot, qui était un manteau d'hiver fermé, puisqu'il n'y avait pas de bouton. Il n'y avait certainement pas de fermeture éclair non plus. Donc, ça servait premièrement à maintenir ça fermé. Ensuite, ça servait aussi de poche, parce qu'on pouvait, vu que ça passait au moins 2 fois, des fois 3 fois autour de la taille de l'homme, ça servait de poche, donc on pouvait glisser des objets entre les différentes couches. Et ça servait aussi à l'identification, donc par les couleurs, ça servait à savoir de quelle région venait la personne ou de quelle région avait été commandée la ceinture. Et par après, donc c'est ça, là, on a beaucoup parlé justement de la technique à la main, là, de prendre chacun des fils là, entre ses doigts, comme on voit là, dans l'image à l'écran en ce moment. Mais aussi, on pouvait fabriquer la ceinture un peu plus tard, comme tu dis, avec l'avancement des machines et tout. Oui. On est passé aussi par le métier à tisser pour fabriquer les ceintures. Il y en a qui ont passé par le métier à tisser. Je dirais que ceux qui ont passé par le métier à tisser ou qui les achetaient vraiment déjà faites machine, c'était pas tant des Canadiennes françaises ou des Québécoises. C'était vraiment, c'était pas mal vu, je dirais, mais tu sais, c'était comme la version très cheap. C'est un peu comme acheter quelque chose sur Wish, finalement, aujourd'hui. Ah oui, c'était vraiment pas la façon qui était recommandée. Il y a tellement de choses d'autres qu'on pouvait faire sur un métier à tisser. Ça, c'était vraiment l'espèce de méthode où est-ce que c'était unique de faire ça. Ça servait presque exclusivement à faire que des ceintures ou des jarretières, parce que les bas, ils ne se tenaient pas tout seuls, donc ça servait aussi parfois en faisant des plus courtes pour faire des plus étroites pour faire des jarretières. Mais c'était vraiment les deux seuls objets qui étaient faits à l'époque avec ce principe-là. Ça servait exclusivement une technique pour ça. Tandis que par la suite, c'est sûr que beaucoup plus récent, quand ils ont commencé à vouloir retrouver cette espèce de méthode-là, ben là, il y a des gens qui ont commencé à s'en servir comme foulard. Ça reste de la laine, puis c'est quand même un bon format de foulard. Il y en a que j'ai vu qui se sont fait des ceintures, mais des vraiment plus petites pour passer dans les courroies de leurs pantalons. Il y a eu des gens qui ont fait des abat-jours avec cette technique-là, qui ont fait un manteau complet avec cette technique-là. Je veux dire, ça reste une technique de tissage, mais qui est différente par rapport à utiliser un métier à tisser ou utiliser d'autres techniques. Exactement, puis j'arrête pas de perdre mes idées ce soir, c'est incroyable. Il y a une idée qui me vient en tête, je t'écoute parler, je trouve ça vraiment intéressant, puis là je suis comme, hey, je voudrais rajouter quelque chose, puis là à chaque fois que je parle, je suis comme, j'ai perdu mon idée. Faut que tu te fasses des post-it. Je pense que je vais être rendu à l'étape de me faire des post-it. Ah oui, c'est vrai, ben, pendant qu'on est là-dessus, justement, je pensais peut-être entendre un peu plus tard dans l'émission, mais je vais la montrer maintenant, regarde bien ça. Je me suis fait donner il n'y a pas longtemps un magnifique cadeau. En fait, je me suis carrément fait donner une ceinture fléchée par quelqu'un. Wow. Ouais, regardez ça ici, les amis. Et on va essayer de deviner c'est de quel motif. C'est drôle parce que là, il y a du vert dedans. Puis ça passe dans ton green screen. Ah ben oui, ça passe dans mon chroma key. Oh wow, c'est merveilleux. Au moins, elle n'est pas principalement verte. Mais oui. Ouais. Donc là, selon les 3 styles qu'on a vus, on pourrait-tu dire que ce serait une ceinture acadienne avec le motif des flèches? Non, acadienne est vraiment plus verte. Ça se ressemblait beaucoup plus à la version de l'Assomption. De l'Assomption, avec le cœur rouge.
Parce que je me suis fait dire que peut-être qu'elle serait aussi finalement de Charlevoix. Mais je pense pas que ça ressemble au motif Non, de Charlevoix. non, Charlevoix, c'est plus des grands triangles. C'est plus des Donc, ça grands va être triangles. vraiment des triangles. Parce que là, on a vraiment comme. Ça fait comme des petites éclairs. Oui. Puis c'est vraiment. Les éclairs, c'est vraiment ça le principe qu'ils appellent le fléché. Puis c'est vraiment distinctif de l'Assomption ou des régions autour de l'Assomption. Ah, bon, voilà. Donc, c'est ça, c'est un couple d'amis, en fait. C'est le capitaine de ma troupe de reconstitution viking et sa copine qui m'ont donné ça. Ils s'en servaient plus, il y avait comme plus vraiment d'utilité pour ça, ils savaient comme pas trop quoi faire avec, ils voulaient pas forcément la vendre. Donc, à ce moment-là, c'est ça, ils ont décidé de me la donner. Puis là, au début, ils me disaient, ah ouais, c'est sûrement une ceinture qui a été faite à la machine ou on sait pas trop, là, ça a pas l'air d'être fait à la main. Puis là, je montre ça à ma mère qui est une couturière depuis de nombreuses années. Puis elle me dit non, 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 là, ils t'ont donné une ceinture qui ont été faites à la main. Je sais pas si t'aurais le même. C'est sûr que là, à la caméra, ça va pas être évident. À la caméra, malheureusement, je pourrais pas le définir parce que c'est vraiment en regardant les fibres. Mais une des façons que tu peux voir, ça va être vraiment la bordure. La bordure ne sera pas pareille si c'est fait à la main ou fait à la machine. Puis là, si je regarde la bordure, ça a vraiment plus l'air fait à la main. Ah, Puis donc si voilà, tu un peu le regardes, même verdict. là, j'ai l'air de voir le milieu, puis on voit qu'il y a une différence. Parce que c'est sûr que le milieu, quand tu reprends la ceinture de l'autre bord, il y a, Fais la il y a une tournée de petite bord, voir. démarcation parce qu'il faut que tu combles le milieu par après. Puis c'est vraiment quelque chose. Quand il est fait à machine, elle est faite d'un coup, d'un bord à l'autre. Et là, quand je regarde la fibre, ça a vraiment plus l'air fait à la main. Là. Ça a vraiment plus ça fait à la main, hein. Mhm. Donc, je peux me considérer chanceux, j'ai une belle pièce de collection ici. Oui, oui, oui. Fait que je te dis, garde-la à l'abri des mythes, déjà en Oui. partant. Ah, absolument. Parce que c'est souvent très, très vorace là-dessus. Ouais, ouais, vraiment. Donc, apparemment aussi, j'ai vu ça quand j'avais fait des recherches là, sur la ceinture fléchée. Bon, on a beaucoup fait le tour de la culture écossaise. On a parlé beaucoup justement de la Nouvelle-France, son évolution et tout. Mais mis à part justement l'Écosse et la Nouvelle-France, j'ai vu que le principe même du fléché, c'est quand même pas mal promené dans les différentes cultures du monde. Puis apparemment, il aurait fait son chemin, notamment sous des formes assez variées. Et moi qui fais de la reconstitution viking depuis de nombreuses années, il y a Junko Polo aussi dans le chat, un de mes modérateurs qui est avec moi dans cette troupe-là. Et justement, ben moi j'aimerais savoir en fait le tissage aux cartes des bandes tissées là, pour les tuniques et tout, là, finalement, que les vikings pratiquaient à l'époque. Est-ce que ça peut s'apparenter à la façon de fabriquer une ceinture fléchée? Oui et non. Hein? J'aime bien les réponses très précises. D'un certain sens, oui, parce qu'il n'y a pas un métier entier qui est utilisé pour. Tu sais, c'est pas une installation, un objet qui est installé sur lequel que tu travailles. Par contre, la façon dont les fils sont passés, les cartes servent un peu à remplacer le métier, les tiges du métier qui va justement déplacer, parce que les cartes vont servir à écarter les fils pour pouvoir mieux passer le nouveau fil. Alors que dans la ceinture fléchée, il n'y a pas de nouveau fil qui passe, c'est vraiment les fils que tu as devant toi, c'est eux autres qui se tassent d'un à l'autre. Et pour séparer tes fils, c'est tes deux mains. Il n'y a aucun autre objet que tes deux mains qui sont utilisés. Tu as deux petits bouts de bois qui sont utilisés à moitié de la ceinture. C'est vraiment juste pour définir où le moitié du fil. Fait que ça, c'est vraiment... tout est fait avec les mains. Il n'y a aucun outil qui est utilisé pour passer d'un à l'autre. Après ça, c'est sûr que ça dépend. Comme là, il y a un mini-métier qui est utilisé. Donc, c'est sûr que même là, je ne suis pas sûre que ça se rapproche vraiment du tressage aux cartes. Je pense que la façon de tresser, oui, mais il n'y a pas l'air d'avoir les cartes vraiment d'utiliser. Oui, on les voit pas bien sur l'image, là, mais elles sont comme un petit peu plus dans le coin où je pointe là, à l'écran. C'est parce que ton feu passe par-dessus. Ah, c'est pour ça. Le feu des diablotins passe par-dessus. Voilà, le feu brûle la fibre. Mais non, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment, il y a le fil qui est passé il est sur une petite bobine qui glisse entre les fils pour les cartes. Contrairement à la ceinture fléchée, il n'y a pas cette espèce de petite bobine-là avec un nouveau fil qui passe. Tu as déjà tous tes fils qui sont juste tassés d'un à l'autre, ce qui va créer ton motif. Quand c'est fait à la main, c'est sûr que si c'est fait à la machine, ça va être un peu le même principe, c'est le nouveau fil qui passe à ce moment-là. Et aussi, j'avais vu en fait, c'est ça, j'avais lu quelques ouvrages en préparant les questions. Ça parlait justement d'apparition
ceintures qui étaient pas exactement des ceintures fléchées, mais qui étaient apparentées. On parlait de personnages de la Bible, on parlait des Vikings. J'ai vu aussi une mention intéressante par rapport au Japon féodal, où traditionnellement parlant, les femmes portaient une ceinture qui s'appelait le obi. Oui. Puis je trouvais ça intéressant, puis je me demandais justement, cette ceinture-là, elle aussi, on peut l'apparenter à la ceinture fléchée. Beaucoup au niveau de l'utilisation, parce que dans le fond, bon, une ceinture, c'est pas nouveau dans la vie de l'humanité. Je veux dire, on a toujours servi, que ce soit une corde ou quoi que ce soit, pour maintenir un vêtement fermé ou à la taille. Et le hobby, ce qui va servir, il y a plusieurs fonctions. Il y a une fonction d'apparat qu'on retrouve encore là au niveau des couleurs pour la ceinture fléchée. C'est sûr, pas au niveau de la fabrication, parce que souvent les hobbies vont être à la soie ou vont être tissés. Donc, c'est vraiment c'est un morceau d'étoffe qui est fabriqué souvent au métier à tisser. Mais ça va être vraiment, ça va servir aussi à maintenir le ou les kimonos fermés. Donc, on a encore là une fonction de fermeture d'un vêtement. Et ça va servir aussi à ranger certains objets. Il y a beaucoup de geishas qui vont, par exemple, ranger leur éventail à l'intérieur de leur hobby, qui vont ranger des fois une lettre à l'intérieur. Donc, on retrouve les mêmes fonctions, mais sur un vêtement complètement différent. Parce qu'on s'entend que le hobby, c'est souvent représenté comme étant la ceinture pour femmes. Il y en existe pour hommes aussi, qui est beaucoup plus mince. Puis je pense qu'elle a un nom différent. Là, je m'avance un peu, mais je pense qu'elle a un nom différent chez les hommes. Tandis que la ceinture fléchée, à la base, c'était exclusivement pour les hommes. Les femmes n'avaient pas le capot, n'avaient pas ce genre de manteau-là et n'avaient pas cette utilité-là d'avoir cette grosse ceinture de lainage-là. Donc, à l'origine, c'est sûr qu'avec les époques, ça s'est modifié, mais à l'origine, c'était vraiment un vêtement exclusivement masculin, alors que là, le hobby, on l'a pas exclusivement féminin, mais on l'a principalement pour les femmes au niveau de la façon de nouer aussi, qui est très, très particulier. Exact, parce que là, dans les images que je montre, on montre vraiment surtout des femmes là, en kimono qui ferment leur kimono, justement, notamment grâce au hobby. Si je tape, Mais mettons. encore là, c'est un très grand ruban pour en avoir. C'est sûr qu'il existe des méthodes des plus courts qui s'attachent avec des velcro, mais j'ai attaché un hobby à la japonaise, parce que c'est justement, j'ai une bande, elle a à peu près 3 mètres de long, que j'ai suivi 2-3 vidéos sur YouTube pour être capable de l'attacher comme il faut. Puis, il y a beaucoup, au Japon, il y a énormément de symbolisme. Donc, dépendamment de comment tu l'attaches, ça a aussi une signification. Si tu mets pas ton kimono fermé du bon bord, ça veut dire que tu es décédé. Là. Tu sais, c'est vraiment, il y a plein de choses aussi qui sont assez particulières à ce niveau-là. Puis, j'avais été surprise parce que j'avais porté un yukata justement à Otakuton, à Montréal. Et je m'étais fait interrompre par une personne asiatique, je ne sais pas si elle était japonaise, je sais qu'elle était asiatique, qui m'avait demandé si ça pouvait juste resserrer mon hobby en arrière. Fait que j'ai fait comme, OK, tu sais, probablement que c'est tout laissé. Puis elle m'avait demandé comment j'avais appris à le nouer parce qu'elle avait été surprise qu'il soit si bien attaché que ça, puis qu'il avait juste délouissé un petit peu. Tu sais, j'ai fait comme, ben, YouTube est mon ami. Mais c'est vraiment, tu sais, c'est un peu de voir aussi, et t'as un peu le même principe avec la ceinture fléchée. Quand tu vois quelque chose qui est bien fait, qui est bien porté, ça va impressionner et ça va aussi plaire aux gens de cette culture-là. Je veux dire, si on voit quelqu'un avec une ceinture fléchée, ça va probablement nous attirer un sourire, surtout si c'est bien porté, ou si c'est juste un élément justement par fierté culturelle. Ça nous permet justement de nous l'approprier puis de nous dire c'est un autre comme nous, c'est quelqu'un qui admire notre culture ou c'est quelqu'un qui veut justement comprendre, partager notre culture. Tu sais, c'est vraiment toute l'identité culturelle qui est associée à ça sans même qu'on s'en rende compte. Vraiment, vraiment intéressant par rapport justement aux origines de la ceinture fléchée. Pour vrai, moi, j'ai appris plein de choses. C'est tellement, j'imaginais tellement ça juste exclusif au Québec, puis je voyais pas de lien vraiment plus que ça. Mais notamment quand tu as parlé là, de l'origine de la ceinture par rapport à l'Écosse et tout ça. J'ai vraiment, vraiment, vraiment trouvé ça intéressant. Maintenant, si on se rapporte un peu plus à la ceinture fléchée chez nous, au Québec, on a abordé un peu le sujet en début de deuxième bloc où justement on disait que ça avait commencé beaucoup à faire son chemin tranquillement pas vite avec la Nouvelle-France, le régime britannique et tout. Mais jusqu'au 20e siècle, mettons-le vraiment, si on remonte un peu toute l'histoire de la ceinture fléchée, comment la ceinture fléchée a fait son chemin au Québec? Elle s'est promenée beaucoup avec les voyageurs. Ça, c'est C'est inévitable. incontestable. C'est probablement sa meilleure publicité ever. Donc, c'est vraiment qu'est-ce qui a fait en sorte qu'elle a été connue, qu'elle a été popularisée. C'est le fait que tu peux pas avoir une meilleure publicité que quelqu'un qui apporte puis qui l'utilise. Le fait qu'elle soit, c'est pas juste qu'il l'a sur lui, il l'utilise constamment, ne serait-ce que comme poche, parce que ça n'existait pas, ne serait-ce que pour maintenir un vêtement fermé. Donc, c'est de voir que
utile, c'est pratique, puis en plus, ça peut servir d'identifier quelque chose. Tu sais, c'est vraiment tout ce principe-là qui vient que, OK, ça c'est bon, ça c'est pratique. Puis tu sais, en marketing, ils disent, si tu as vu une publicité 10 fois, elle va te rester. Fait que si tu vois 10 hommes avec une ceinture fléchée, à un moment donné, tu finis par faire le lien que, ben, ça a peut-être vraiment un sens. Donc, c'est vraiment tranquillement, pas vite, avec le régime britannique, puis les explorations de territoire, puis le fait que les voyages sont longs, les voyages sont durs, les gens ont le mal du pays, parce que oui, hein, le Canada, ça a beau être un seul pays, mais à un moment donné, on ne se sent pas tellement chez nous quand on est nécessairement dans les autres provinces, puis encore moins à l'époque où est-ce que c'est, on s'entend, c'est pas le même genre de civilisation non plus, ils se ramassent carrément expatriés quasiment de qu'est-ce qu'ils connaissent. Fait que des fois, ça leur permet d'avoir un petit côté genre, ben, c'est qu'est-ce qui me rappelle mon chez-moi. Fait que ça, c'est vraiment qu'est-ce qui a permis justement l'évolution. Vers la fin du 19e siècle, où est-ce qu'on a pas mal moins de voyages, dont la traite des fourrures est pas mal vers la fin. Oui, il y a encore des voyages d'exploration, mais c'est vraiment plus pour les mêmes fonctions. Puis on a moins besoin à ce moment-là aussi d'hommes qui se déplacent. Ça commence tranquillement, pas vite, à plus vraiment avoir d'utilité. À l'inverse, on commence à voir la montée du nationalisme chez les Canadiens français. On commence à vouloir montrer qu'on est fiers d'être Canadiens français. On n'est pas encore au niveau des Québécois. Là. On est fiers d'être Canadiens français. On est fiers de qui on est. On a l'hymne canadien qui commence pour la première fois par Calexa Lavallée. Puis là, ça, je peux dire le nom parce que je l'ai sous les yeux. Qui a été créé, donc le Haut-Canada, qui à la base, qui était un chant pour les Canadiens français, qui a été fait pour la Saint-Jean, le 24 juin. Donc, c'était vraiment pour montrer, OK, on est fiers de qui on est, mais on est qui? Qu'est-ce qui nous représente? Et une des choses qui est ressortie, c'est justement la ceinture fléchée. Donc, de objet utilitaire de la vie de tous les jours, c'est devenu un symbole à partir de ce moment-là. C'est devenu genre, c'est un des objets qui nous représente. Et c'est à partir de là que quand on fait des représentations de Canadiens français, puis de Québécois par la suite, que la ceinture fléchée, elle s'impose de par elle-même. On va la retrouver sur le bonhomme carnaval, on la retrouve sur le patriote, on la retrouve sur tout et n'importe quoi pour justement dire, ben c'est nous, c'est nos origines, c'est de qui on est. Puis, je veux dire, tu sais, l'expression québécois pur laine, il n'y a rien de plus mélangé qu'un Québécois. Je veux dire, oui, on a des origines françaises, mais de nos ancêtres, il y a des Amérindiens, il y a des Britanniques, il y a des Écossais, il y a des Irlandais, puis j'en oublie probablement, il y a des Hollandais aussi probablement. Tu sais, nos origines sont diverses et mélangées. Pourquoi? Parce que c'est ça qui est arrivé ici. Je veux dire, on est rarement, pour ceux qui sont depuis plusieurs générations au Québec, que uniquement français. Je veux dire, j'ai un de mes amis que lui, il est français, mais c'est sûr, ses deux parents, ils viennent de France puis se sont rencontrés ici. Fait que lui, il est vraiment le souche français typique. Exactement, c'est ça. C'est ça, il y a l'exception qui confirme la règle. Et pour la majorité d'entre nous, on est un mélange de plusieurs nationalités et c'est un peu qu'est-ce que la ceinture fléchée représente. Elle représente le Québécois pur laine, que ce soit justement par la laine qui, à la base, était importée de l'Europe. On a le jeu de mots québécois pur laine. Justement, on insiste sur le matériau. Oui, tout à fait. J'aime vraiment beaucoup ce jeu de mots-là. Puis justement, on a vraiment cette espèce d'évolution où est-ce que là, maintenant, la ceinture fléchée est un symbole parmi tant d'autres, mais elle représente justement qu'est-ce que le Québécois est puis qu'est-ce qu'il veut être. Puis c'est un peu aussi, comment je pourrais dire, c'est un peu un pied de nez pour dire comme quoi que le Québécois n'a pas de culture. S'il n'y aurait pas de culture, est-ce que ça voudrait dire qu'il aurait été incapable de faire de l'art par lui-même parce que c'est pas quelque chose qu'on retrouve vraiment ailleurs dans d'autres endroits. C'est vraiment quelque chose que quand on pense à une ceinture fléchée, on ne pensera pas à un autre peuple qu'à un Québécois ou un Canadien français. C'est vraiment quelque chose de typique d'ici. Au même principe que la poutine, c'est très rare qu'on va penser à le mets poutine ailleurs dans le monde. On peut en retrouver ailleurs dans le monde, mais ça va tout de suite nous faire penser au Québec ou aux Canadiens. Parce que de plus en plus, il commence à en avoir ailleurs au Canada, mais on va dire plus au Québec à ce moment-là. Donc, c'est vraiment, tranquillement, pas vite, on commence à vraiment l'associer avec le symbole. C'est sûr que début du 20e siècle, avec les guerres mondiales, le nationalisme, c'est un peu pris le bord, puis c'est un peu normal avec le contexte mondial qu'il y avait à ce moment-là. Mais on va reprendre quelqu'un qu'on a mentionné un peu plus tôt, on va reprendre Duplessis, notre cher Duplessis qui s'est mis en tête. Et voilà. On peut pas
pas l'éliminer, s'est mis en tête justement de ramener les femmes qui avaient travaillé dans les usines à la maison, puis de leur dire vous êtes merveilleuses, où est-ce que vous devez être, vous devriez reprendre les arts traditionnels que vous faisiez. La ceinture fléchée, c'est un symbole du Québec qui se doit d'être préservé. C'est votre tâche de le préserver. Je tiens à mentionner qu'à cette heure, c'est plus vrai que c'est juste des femmes qui font du fléchage, il y a des hommes aussi qui en font. Oui, effectivement. Fort heureusement. Parce que justement, c'est pas. Puis comme n'importe quel artisanat, oui, c'est principalement les femmes qui le faisaient, mais je veux dire, même les Vikings, c'est pas juste les femmes qui savaient coudre. Les hommes savaient coudre aussi, parce que ça ne voulait pas dire qu'il y avait une femme sur le bateau. Puis si les vêtements devaient être repris, il y avait un des hommes qui faisait de la reprise de vêtements. C'est vraiment. La diversité est toujours mieux. Donc, c'est vraiment avec l'après-guerre où est-ce que là, le nationalisme, traditionnalisme a commencé à monter avec Maurice Duplessis. Puis c'est là qu'on a commencé à vouloir documenter la ceinture fléchée. On est pratiquement un siècle et demi après sa création pour quelque chose qui était presque exclusivement oral, puis qui a quasiment disparu pendant... Et ça a passé très, très proche de complètement disparaître parce que autant que, oui, c'était un symbole, mais autant on n'en fabriquait plus. Ça prend un temps fou pour en fabriquer. C'est pas nécessaire qu'on ait les ressources non plus. On s'entend, la laine au Québec, c'est pas la matière première la plus prisée. Des moutons, ça prend énormément d'espace. C'est pas nécessairement évident d'avoir des élevages de moutons. On n'a pas nécessairement le climat pour les moutons. Oui, il y en a au Québec. Mais on est meilleur dans les vaches laitières que dans les moutons. À choisir entre les deux, c'est beaucoup plus facile pour un agriculteur d'avoir des vaches laitières que des moutons. C'est beaucoup plus profitable aussi. Surtout que le mouton, la laine, de plus en plus, commençait à perdre ses lettres de noblesse par rapport à des fibres synthétiques qui sont plus durables, qui sont plus abordables, que tu peux teindre plus facilement, que tu peux avoir à moindre coût aussi. Donc, à partir de ce moment-là, essayer de faire des ceintures fléchées en vraie laine, tu commences à plus trouver d'acheteurs, tu trouves plus de ressources. À un moment donné, puis tu trouves plus de temps parce que les femmes étaient dans les usines en train de travailler pour la majorité. Donc, il vient un moment donné que ça a failli disparaître. C'est revenu tranquillement pendant la période du Plessis, mais encore là, c'était vraiment plus un loisir puis une espèce de tradition d'essayer de ramener puis de documenter. Et c'est là qu'il a commencé à avoir beaucoup plus de recherches de où est-ce que ça vient, comment c'est fait, comment qu'on en fabrique, comment on peut préserver ça. Puis ça a pris énormément de temps avant qu'on réussisse à documenter suffisamment ça pour réussir à dire, OK, d'où ça vient, on ne sait pas. Comment c'est fait, puis d'où ça vient, comment c'est fait, on ne sait pas. Ça a été un très, très gros travail. Puis c'est tranquillement pas vite. Il y a eu une organisation qui s'est créée qui s'appelle l'Association des artisans de ceintures fléchées de Lanaudière. Eux, ils ont fait comme parfait, on doit trouver une façon de préserver ça, on va essayer de documenter ça. Et ils ont fait un travail de moine pour tout éplucher, puis pour tout justement gratter les informations aussi minimes que ça pouvait être pour essayer de trouver toutes les informations par rapport à ça, puis pouvoir présenter un dossier pour pouvoir réussir à faire ça doit être préservé dans le patrimoine national. Puis, ironiquement, quand j'ai présenté mon travail d'historiographie de la ceinture fléchée en 2012, 10 jours plus tard, la loi passait pour mettre la ceinture fléchée et sa fabrication sur le patrimoine immatériel du Québec. Wow, OK. Ça a été un bel addon pareil. Le timing était parfait. Ben oui. C'était vraiment... fait que depuis 2012 seulement, donc depuis à peu près 8 ans seulement, la ceinture fléchée fait partie du patrimoine immatériel du Québec et sa fabrication, pas juste le symbole, mais toute la fabrication. Donc maintenant, ça veut dire qu'on a assez de documentation pour savoir comment la fabriquer, c'est quoi son matériel, qu'est-ce qu'on a besoin de faire, puis toutes les étapes pour pouvoir en faire une. Puis c'est ça qui est vraiment fantastique. Parce que maintenant, c'est préservé. Maintenant, on peut réussir à trouver une façon comment les faire. C'est quoi les différentes couleurs aussi qui ont été toutes recensées des différents endroits. D'ailleurs, l'association a un site Internet où est-ce qu'ils présentent les différents artisans qui en font partie, leur documentation, les endroits où est-ce qu'ils vont se présenter. Parce que justement, la madame que j'ai rencontrée comme guide interprète,
fait partie de cette association-là. Donc, c'est elle qui m'en a parlé, puis que j'ai pu justement aller poser des questions quand j'ai fait mes recherches, puis que ça a été une bible d'informations à ce moment-là. Le site, s'il y en a qui sont intéressés, c'est vraiment très simple, c'est ceinturefléchée-de-la-Nodière.com. Tout en un mot, fléché avec 2 E, bien entendu. Donc, c'est vraiment facile à retrouver. Je peux peut-être mettre le lien dans le chat si il y en a qui sont intéressés à le revoir. Oui, oui, vas-y. Voilà. Fait que c'est vraiment, pour ceux qui sont intéressés, vraiment avoir des informations sont adorables, les personnes qui en font partie d'ailleurs, sont facilement accessibles et on va retrouver vraiment toute la documentation. On peut retrouver aussi si on veut en acheter, si on veut en fabriquer, comment on peut faire pour aller en fabriquer. Donc, c'est vraiment une source d'informations superbe. Je n'ai pas parlé à toutes les personnes, mais moi, je suis sûre que je connais beaucoup plus Madame Hervieux, avec qui j'ai parlé, qui est adorable. Puis Je suis souvent, sur le c'est ça, site ils en ce vont moment, présenter. puis ça a l'air vraiment bien documenté, là, comme tu disais. Là. Oui, c'est vraiment une des très grandes associations. Ben, c'est sûr qu'on peut en trouver sur l'Encyclopédie canadienne des informations, on peut en trouver sur le site de Radio-Canada, on peut en trouver à différentes parties, mais eux, c'est vraiment leur mission a été justement de faire en sorte que ça tombe dans le patrimoine immatériel, cette fabrication-là, parce que justement, c'était très important pour le Québec et je considère aussi que c'est encore très important au Québec. Et si on veut continuer à préserver ça, ils ont sorti, c'est ça, ils ont sorti des livres là-dessus où est-ce qu'ils retracent pour ceux qui ne veulent pas nécessairement faire la recherche eux-mêmes. Donc, ils ont des livres avec les différentes sources pour savoir d'où ça vient, qui en a parlé. Donc, c'est vraiment très, très intéressant comme site puis comme organisation. Puis c'est intéressant de savoir aussi qu'il y a des gens qui ont pris la peine justement de se renseigner puis de préserver ce symbole-là, pas juste le symbole, mais d'où ça vient pour savoir justement pourquoi est-ce que c'est si important que ça au Québec, parce que ça retrace depuis les débuts de notre origine. Mm. Vraiment, puis je trouve ça super, ce site-là, c'est quand même un bon point de référence, ça nomme en même temps, parce que à propos de la ceinture fléchée, c'est dur on s'imagine, bon, qu'il y a quand même des artisans, des artisanes qui pratiquent cet art-là, mais de les nommer, de les identifier, d'avoir leur biographie, puis d'avoir toutes ces ressources-là, c'est le genre d'initiative qui est vraiment intéressant. Y en a-tu d'autres, des associations comme celle-là? Précisément sur la ceinture fléchée, c'est la seule que je connais. C'est la seule, ok. Mais je sais qu'il y a d'autres organisations qui vont essayer de préserver l'art en général. C'est sûr que si on pense, par exemple, le Cercle des fermières du Québec, ils essaient de préserver tous les arts, tous les artisanats au Québec, mais pas que ceux fabriqués au Québec. Ça peut être autant le tissage au métier, ça peut être le tricot, ça peut être le crochet, ça peut être la dentelle au fuseau, mais ils vont essayer de préserver tous les arts et de le transmettre aussi. Parce que c'est beau aussi vouloir essayer de préserver quelque chose, mais à un moment donné, on veut aussi que les prochaines générations puissent le transmettre, puis puissent comprendre et pouvoir en faire. Parce que c'est beau avoir une vidéo YouTube, mais si personne essaie de le reproduire, à un moment donné, ça va se perdre, puis les gens vont faire comme c'est quoi qui est marqué là, ou qu'est-ce qu'ils disent de faire? C'est ça, c'est vraiment ça qui est important, d'avoir des gens qui veulent le préserver, mais qui veulent aussi transmettre pour les générations futures, parce que pour que quelque chose soit préservé, il faut que d'autres personnes puissent aussi le faire. Effectivement, totalement d'accord. Écoute, je buvais tes paroles depuis tantôt, là, j'étais comme, j'ai rien à rajouter, c'est carrément ce que je pense aussi. Mm. Pour ce qui est du 19e siècle, maintenant, si on avance un petit peu plus dans le Oui. temps, de ce que j'ai vu, ben, on en a justement, t'en as abordé là, justement quand tu parlais que la ceinture fléchée de plus en plus devenait un symbole national. On a parlé de l'hymne national avec Calixa-la-Vallée, la Saint-Jean-Baptiste et tout ça. Ça, c'est tous des événements justement qui se produisent pour l'essentiel au 19e siècle. Oui. Personnellement, moi, je vois ça comme étant un peu l'âge d'or, on va dire, de la ceinture fléchée au Québec, justement, vu qu'on la ramène un peu plus comme symbole national et tout. Puis je me demandais à travers ce siècle-là, quelle évolution la ceinture fléchée va subir à partir du moment où elle devient justement un symbole national à travers le 19e siècle. Au début, c'est vraiment un objet de vie commun, de vie de tous les jours. Je veux dire, c'est rendu, il n'y a pas un homme au Québec qui n'avait pas sa propre ceinture dans sa garde-robe. C'était vraiment genre, c'était pas genre de base, tu n'es ta ceinture, Non, mais c'est ça. c'était vraiment genre, c'était un objet de la vie de tous les jours qui était important comme une paire de bobettes aujourd'hui. Tout le monde l'avait, puis c'était rendu normal d'en avoir une. Tranquillement, pas vite, avec l'industrialisation, ça fait en sorte que ça a perdu un peu
au niveau utilité. On s'entend que les franges de la ceinture fléchée font à peu près 1 pied de long. C'est trop long si tu travailles dans une usine. C'est hyper dangereux de pogner dans une machine. Fait que c'est sûr que tranquillement, pas vite, Surtout ça pour les normes finit de par être... sécurité de l'époque en plus. Oui, déjà que pour les normes, le pas de normes de Le pas de sécurité de normes, l'époque, exactement. on s'entend que tu essayais quand même d'éviter d'avoir des choses qui traînent proche d'une machine. Donc, c'est Ouais, sûr que les effectivement. ceintures, de base, les poches, quand ils sont arrivés, ben, c'est sûr qu'on n'en a plus besoin pour s'en servir pour ranger des trucs. On n'a plus les gros manteaux qui se ferment plus, les boutons sont arrivés, les fermetures éclairs sont arrivées. C'est toutes des affaires qui ont fait en sorte que ben, on n'a plus besoin de ce genre de ceinture-là dans la vie courante. Ça a perdu, tu sais, il y a eu comme une espèce de ballon où est-ce que ça a tombé comme un peu dans le vide jusqu'à temps que ça devienne le symbole que c'est devenu, qu'on reprend encore aujourd'hui, où est-ce que c'est l'identité, l'image du Québécois avec cette ceinture-là. Il n'y a plus personne qui se promène avec cette ceinture-là. Même à Saint-Jean, il n'y a pas grand gars qui se promène avec cette ceinture-là ou fille. C'est pas un objet qu'on va nécessairement penser à utiliser, mais c'est un objet auquel on va penser quand on va penser de la culture québécoise. Donc, ça a été vraiment genre, est-ce que l'objet qui est devenu un symbole, l'objet qui est devenu une idée, qui est devenu une représentation de qu'est-ce qu'un Québécois est, au même titre qu'on va penser, par exemple, à un Français avec un béret et une baguette sur le bras, c'est devenu comme une espèce de symbole, au même titre que justement le Québécois avec sa pipe, son petit bonnet rouge puis sa ceinture fléchée. Tu sais, c'est toutes des images, je veux dire, j'en ai jamais vu de gars de mes yeux vus, même dans des représentations historiques, de cette espèce de patriote-là à la ceinture avec le bonnet. Tu sais, on dirait que c'est tellement une image préfabriquée, cliché du Québécois, mais qui est encore, genre, qui est pas enlevable. Tu sais, c'est pas péjoratif du tout. C'est vraiment un peu genre, ben c'est ça, un Québécois. C'est Mais cette ça reste à image-là. s'ancrer quand même, ouais. C'est ça, c'est reste ancré dans, ça a l'air de ça. On s'entend que des bûcherons québécois, on n'est plus tant que ça. Il y a une différence entre aller couper sa corde de bois pour l'hiver puis vraiment dire de c'est ça ta vie, tu t'en vas dans le bois te promener avec tes raquettes puis ta ceinture fléchée puis ton petit bonnet rouge. C'est plus ça, là. Ça fait longtemps qu'on n'est plus rendu là. Puis on est content de plus nécessairement être à cette espèce de période reculée. Mais on garde encore ça. Le Québec, je me souviens, et il ne sort pas de rien, on est un peuple qui est extrêmement nostalgique de beaucoup de choses, puis de beaucoup de choses qu'on ne comprend pas non plus. Mais on reste quand même nostalgique, puis cette espèce de ceinture fléchée-là rappelle différentes choses, qui n'est pas nécessairement des choses qu'on veut se rappeler. Je veux dire, la majorité des Québécois ne sont pas nécessairement fiers de la conquête britannique. J'embarquerai pas nécessairement sur le débat de tout ça, mais ça reste que c'est quand même par la conquête britannique que la ceinture fléchée a gagné ses lettres de noblesse. Fait que, tu sais, il y a plein de choses qui font en sorte que qu'est-ce qu'on est vraiment heureux? Tu sais, Maurice Duplessis, il a été apprécié et pas apprécié du tout comme premier ministre au Québec. Exact. Son Mais image commence à être choses... relativisée avec les recherches récentes, notamment. J'ai un ami et collègue, Alexandre Dumas, qui a produit une super de belle littérature justement sur ce sujet-là, dans le cadre de ses études à l'université. Mais autrement, oui, Maurice Duplessis, ça a été longtemps le retour en arrière, le retour à la terre, la grande noirceur, l'arrêt du progrès. Puis... Autant qu'il y a des choses positives qui se sont passées, il y a des choses négatives qui se sont passées, il y a beaucoup de choses. C'est plate, mais c'est quand même grâce à lui si la ceinture fléchée a été remise à l'avant, parce qu'après la guerre, ça disparaissait complètement. C'est vraiment après la guerre que ça a commencé à être documenté comme ça l'est documenté aujourd'hui, puis d'avoir, tu sais, ça a été long avant de pouvoir retracer tout ça, parce qu'il s'est passé énormément de choses. Mais justement, tu sais, de pouvoir essayer de gratter puis de trouver ces informations-là, si ça n'avait pas été de lui, est-ce qu'on l'aurait retrouvé? Au même principe, si ça n'avait pas été des Écossais, est-ce qu'on aurait eu autant de couleurs? Est-ce que ça serait devenu un symbole? C'est cette espèce de fabrication-là où est-ce que le Québec est une multitude de cultures. Ça a été formé de plusieurs cultures qui se sont fessées dedans, au sens propre et figuré du terme. Et c'est ce qui a fermé. Qu'est-ce que nous, on est aujourd'hui? La ceinture fléchée, on n'est pas si éloigné de ça. C'est aussi quelque chose qui a été fabriqué par un mélange de cultures, puis qui est aujourd'hui la représentation probablement la plus fidèle de qu'est-ce qu'on est en tant que peuple et en tant que culture. Exactement. Écoute, j'aurais pas pu mieux dire parce que justement, c'est un morceau de vêtement qui a beaucoup traversé l'histoire, qui a
endurer le passage du temps d'une certaine façon que d'un artisan à l'autre. On a réussi à préserver justement ces méthodes-là, ces savoir-faire-là. Et même aujourd'hui, je ne sais pas si tu avais vu, mais le ministère de la Culture avait remis des prix, je me souviens plus le nom exactement, là, c'était un prix du patrimoine immatériel ou du savoir-faire, quelque chose comme ça. Et là-dedans, il y avait une artisane, je me souviens plus de son nom malheureusement, là, mais c'était une artisane de la ceinture fléchée. Donc c'est pour dire que même encore aujourd'hui... Mais... Ah, c'est cool. C'est vraiment super parce que justement, de voir qu'il y a encore des gens, tu sais, autant qu'en histoire, on a cette espèce de mandat-là de pouvoir retracer puis d'expliquer aux autres générations qu'est-ce qui s'est passé, autant qu'on ne peut pas nécessairement mettre en application tout ce qu'on trouve parce que il y a des choses, des fois, c'est pas tout le temps des applications, mais c'est pas tout le temps des choses qu'on peut transmettre. Puis d'avoir des gens qui en font vraiment leur style de vie, leur métier, qui en font vraiment leur mire, si on pourrait dire, qui se basent là-dessus, puis que c'est ça leur but premier, c'est de pouvoir préserver, pouvoir communiquer ça. Je pense que c'est ça qui est encore plus intéressant. Autant que c'est très niche comme sujet, autant que ça fait participer beaucoup de choses par rapport à la population. Exact. Je vais essayer de retrouver c'est un de mes amis qui m'avait envoyé ça. Je suis en train de rechercher un peu dans mes conversations là, sur mes messages sur Facebook. C'est un de mes amis qui m'avait envoyé ça il y a vraiment pas très longtemps. Je vais essayer de vous montrer le site web. Maître des traditions vivantes, c'est ça, je viens de retrouver le site. Pas long, je vais vous montrer ça à l'écran à l'instant. Voilà, donc c'est ça, c'est finalement je me suis trompé, c'était pas le ministère de la Culture, mais c'était le Conseil québécois du patrimoine vivant qui avait présenté un live, parce qu'évidemment, dans le contexte de la COVID et tout ça, il y a comme plus eu beaucoup de cérémonies d'inauguration de festivals qui se sont tenus au Québec. Je sais pas pourquoi, c'est un peu limité, ce temps. Oui, effectivement, avec la pandémie, c'est un peu limité. Donc là, dans le contexte du confinement, ils ont fait ça en live, et ils ont remis 5 prix finalement à 5 grands ambassadeurs de la culture traditionnelle du Québec. Donc justement, si je fais le tour là, des maîtres de la tradition vivante, on a Yvonne Volant qui met de l'avant justement la tradition autochtone avec les chants autochtones. Hélène Blouin, elle, je sais pas exactement ce qu'elle fait. Je pense que c'était elle, justement, c'était Hélène Blouin pour la technique de fabrication des ceintures fléchées. Elle a appris auprès de Marie-Berthe Guibault-Lanois, flécheuse de renom. Puis c'est ça, là, finalement, elle met beaucoup de l'avant, là, justement, la pratique de la ceinture fléchée. Jean-Paul Guimond, qui lui, de son côté, j'essaye de voir un peu avec la photo, des fois, c'est pas tout le temps évident, ils mettent pas le titre en dessous en plus du nom, juste pour bien faire. Lui, c'était quoi? J'essaie de lire un peu. Ah, je pense que c'est les danses folkloriques et les chansons traditionnelles. Puis encore une fois, un autre musicien avec l'accordéon, Stéphane Jérôme aussi, là, que lui, c'était vraiment plus le tressage de panier, justement le tressage à la main des paniers. Fait que c'est ça, on voit qu'encore une fois, le patrimoine immatériel, ça a la cote d'une certaine façon, puis on est capable de reconnaître ça et de protéger ce patrimoine-là. Il y a même des mesures gouvernementales en ce sens-là, là, au niveau du ministère de la Culture. Non, ça fait du bien, d'un certain sens, de voir que c'est pas dans le vide, ça va pas tomber dans le vide, puis que ça continue à se préserver, puis à vouloir avoir cet intérêt-là de comprendre, connaître, de le transmettre. Je mets le lien dans le chat pour celles que ça intéresse. Donc, voici le lien du Conseil québécois du patrimoine vivant. Ce qu'on appelle en histoire le patrimoine immatériel, qui est un patrimoine qui n'a pas de matérialité comme tel, sauf quand on fabrique des objets avec un savoir-faire, évidemment. Mais qui constitue en fait tous les savoir-faire, que ce soit les chansons, les danses, les façons de fabriquer des objets, la forge ancienne, la fabrication des ceintures fléchées et tout. C'est tout ce savoir-faire-là qui est immatériel, mais qui se transmet et qu'on essaye de protéger de plus en plus. C'est une notion qui est quand même assez récente. Là. On parle à peu près du début des années 2000 à peu près, ou 2010, quelque chose comme ça. Fait que c'est quand même récent, là, cette reconnaissance-là qu'on a envers ce savoir-faire-là, comme celui de la ceinture fléchée, justement. C'est ça. D'ailleurs, ça a un nom qui s'appelle le fléchage. Voilà. Puis, tu sais, c'est autant qu'une flèche, c'est un E accent grave, qu'une ceinture fléchée, le fléchage, c'est un E accent aigu. Ça, c'est la particularité linguistique. Ah, intéressant. Mais ça se prononce tout croche pareil. Ouais, c'est ça. Fait qu'au final, c'est plus ou moins important. Mais au niveau de l'écriture, ça a été vraiment... Parce que c'est ça, c'est le principe de refaire des flèches, qui est des espèces de triangles puis des angles qui... Exactement, c'est vraiment dans le motif de la ceinture elle-même. Puis justement, ça m'amène à la dernière question. Je sais pas, pendant que je pose ma dernière question, prenez le temps, les gens qui sont dans le chat, on est présentement 26 à écouter le podcast présentement.
Donc, je m'adresse aux 26 personnes qui nous écoutent en ce moment. Si vous avez des questions à poser à notre invité, je vous dirais que ce serait pas mal le temps. Donc, si vous avez des éléments sur lesquels vous voudriez qu'on revienne, si vous avez des questions par rapport à la ceinture fléchée, je rappelle pour ceux et celles qui sont arrivés qu'on est en live spécial pour la Saint-Jean-Baptiste. Ce mois-ci, le podcast finalement porte sur la ceinture fléchée, un élément, comme on l'a vu, très important de la culture québécoise. Donc, si vous avez des questions, prenez le temps d'y penser, posez-la. Et moi, pendant ce temps-là, justement, j'arrive. On avait déjà commencé à aborder un peu le sujet, mais on va continuer à élaborer un peu là-dessus. À la dernière question, c'est-à-dire comment on peut préserver la mémoire de ce morceau-là de patrimoine et de savoir-faire. Qu'est-ce qu'il faut retenir, en fait, de la ceinture fléchée? C'est sûr que, bon, les associations, se renseigner auprès d'eux, si c'est quelque chose qui nous intéresse d'apprendre, que ce soit juste aussi au niveau de l'histoire, au niveau de savoir d'où ça vient, de savoir comment c'est fabriqué, sans nécessairement vouloir savoir comment faire, de contacter justement ces associations-là qui préservent, les personnes qui les préservent, c'est une bonne façon justement de leur montrer aussi dans un certain sens que ce qu'ils font, ils ne font pas pour rien. Il y a des gens qui sont vraiment intéressés à savoir, de prendre, qu'il existe des livres sur le sujet, de poser des questions. Quand il y a des personnes justement qui font des lignes ouvertes ou qui font des FAQ sur que ce soit des fois des sujets très larges sur la culture québécoise, c'est des choses qui en font partie. Donc, le fait de poser des questions là-dessus refait susciter l'intérêt sur le sujet, refait faire comme ah oui, c'est vrai, c'est un sujet qui est intéressant puis qui continue à être creusé parce qu'il y a énormément de choses qu'on ne sait pas encore sur la ceinture fléchée, de d'où ça vient cet intérêt de pouvoir le faire avec les doigts. Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait aucune machine qui était accessible? Est-ce que c'était par commodité? Est-ce que c'était une lubie de quelqu'un puis ça s'est continué? Il y a encore plein d'informations de qui l'a vraiment créé les premières. Donc, il y a encore plein de recherches qui continuent à se faire là-dessus et à se poser. Il y a plein de questions qui restent encore incomplètes là-dessus. Après, si c'est quelque chose qui nous intéresse à fabriquer, mais encore là, des associations, il y a des chaînes YouTube qui expliquent comment fabriquer, il y a des livres, des magazines qui expliquent aussi comment en faire. Donc, c'est le genre de choses que d'aller chercher des informations. Plus vous tapez sur Google ceinture fléchée, plus Google va leur sortir à des gens qui font des recherches similaires à vous aussi. Hein? On s'entend les algorithmes, des fois, ça peut faire des drôles de choses dans le sens qu'on veut. Donc, d'aller chercher le plus d'informations sur les sujets fait en sorte que ça va ressortir plus souvent et ça va faire en sorte que, il y a un intérêt sur le sujet. Ça va permettre à ce moment-là de démontrer à ceux qui travaillent pour préserver ça que ben, ça vaut la peine de continuer. C'est un peu la poussée qu'ils ont besoin des fois pour continuer. Parce que des fois, quand tu travailles dans ton raccoin où est-ce que tu as l'impression qu'il n'y a pas personne, que ça ne sert à rien, puis tout ça, ben, des fois, d'avoir justement cette poussée dans le dos, non, il y a encore des gens qui sont intéressés. Si vous vous êtes intéressé à vous en procurer une aussi, que vous avez les moyens, parce que si vous en voulez une vraiment faite en laine à la main, c'est sûr que c'est pas donné. Mais vous pouvez faire des commissions. Vous pouvez demander aussi d'en avoir, comme j'ai un de mes amis que lui, il en a fait faire une très étroite. Fait que c'est sûr qu'il est revenu à une fraction du prix à ce moment-là parce qu'il y a pas mal moins de fils. Fait que vous pouvez à ce moment-là voir, est-ce que vous pouvez avoir aussi juste en grosseur signée. Il y a de plus en plus de façons de le faire pour que ce soit plus abordable, mais d'avoir cette préservation-là justement d'objets, puis d'avoir la même technique, mais sous un format qui va peut-être être plus utile, puis qui va pouvoir se conserver plus facilement et peut-être être plus abordable aussi selon votre portefeuille. Ça, c'est toujours une façon, mais c'est aussi une façon de dire, je suis intéressé à voir, à connaître, à préserver, à faire poursuivre cet objet-là, parce que c'est important pour moi, puis je trouve que c'est important pour la culture. Donc, c'est plusieurs façons de faire, plusieurs façons aussi de découvrir. Puis si vous êtes intéressé à en fabriquer, bien, contactez des artisans qui en fabriquent, puis demandez comment faire pour en rentrer peut-être dans les cercles pour pouvoir en fabriquer, pour pouvoir continuer à préserver, vous aussi, de votre côté, ce bout de culture-là. Il y a Mademoiselle Canadienne qui a posté une question quand même intéressante dans le chat. Elle dit, doit-on modifier l'usage de la ceinture fléchée pour en faire des sacoches, cravates, gilets, ou si elle doit seulement demeurer des ceintures? Absolument pas. On ne doit pas se limiter. Absolument pas. Et c'est pas déjà une limite. En fait, à la base, c'est sûr que c'était une ceinture ou un porte-jartel qui est finalement. Pas un porte-jartel, une jarretière. Une jarretière qui était aussi une ceinture pour les bosses, on pourrait dire. Mais ça a été déjà utilisé pour d'autres choses. Il y a des artistes qui ont décidé de reprendre le principe, qui en ont fait des manteaux, qui en ont fait des sacs, qui en ont fait des abat-jours, qui en ont fait des objets, des rideaux. C'est une méthode de fabrication d'un tissu. Fait qu'à partir du moment
on fabrique quelque chose avec cette méthode-là. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un foulard. C'est sûr que c'est une méthode qui s'applique mieux sur quelque chose qui est soit un rectangle ou un carré, donc quelque chose qui est comme plus à plat que vraiment un vêtement. Mais ça s'applique aussi. Il y a moyen de faire ça. Donc, moi, je dis limitez absolument pas à partir du moment où vous utilisez la technique. Au contraire, c'est peut-être même plus intéressant de savoir qu'est-ce que vous êtes capable de faire et d'aller plus loin avec ça. Effectivement, donc c'est pas parce que finalement ce morceau-là de patrimoine est apparu dans une forme qu'est la ceinture qu'elle doit forcément s'y limiter. Comme tu dis, effectivement, c'est pas tant l'utilité d'une ceinture. Je veux dire, on appelle ça la ceinture fléchée, justement, c'est pas pour rien. Mais c'est vraiment plus l'aspect fléché qui constitue comme un peu le symbole et l'élément de patrimoine comme tel, plus que l'objet en lui-même. Vraiment très 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 intéressant, sérieusement, un beau podcast avec du beau contenu, vraiment vraiment intéressant à écouter. Il y a eu des longs bouts où je parlais pas du tout, puis que je commentais pas beaucoup, c'était pas parce que justement je trouvais ça ennuyant, bien au contraire, là, je buvais vraiment littéralement tes paroles. J'espère que ça a été vraiment le cas pour vous également dans le chat. Merci à tous ceux et celles qui ont assisté à ce magnifique podcast justement à l'occasion de la Saint-Jean-Baptiste.